Master. War. Bienvenue au podcast en deux choses de métal, le podcast animé par moi, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, DJ Holiday. Hello! Hello, comment ça se passe aujourd'hui pour toi? Ça va bien? Ouais. Oh, ouais, ça va bien. Toi? Fatigué? Fatigué, ouais. Une grosse journée? Oui. Ouais. Mais oui, fatigué. C'est à la fin de l'année, hein, on dirait qu'on est plus. On dirait qu'il y a du millage dans le corps à la fin de l'année. Ben, rendu au 11e mois, c'est normal un peu aussi, là. Ouais, c'est ça. Fait que la fatigue se fait ressentir, les fêtes approchent, les C'est pas grave, vacances approchent. Ouais, mais c'est pas grave. En faisant le podcast, ça aide un peu aussi, là, pour vrai, là, sans Ouais. joke, là. Ouais. Ça aide à se mettre dedans un peu plus que d'habitude, là. Oui, c'est vrai, en effet. Ouais. On est sérieux, hein? On avait l'air de deux hommes le matin. Ouais. Puis Ben, Diesel, the truck stops here. Ouais, parce qu'aujourd'hui, notre dernier rétro review de Survivor Series avec Ben, de l'année. Survivor Series. Ben oui, de l'année, ouais, c'est vrai. Faut le préciser. C'est le dernier, on n'en parlera plus jamais. Survivor Series 95. Un fichu bon événement. Ah ouais? Ouais. J'ai Meilleur que le 93? Ben oui, facile. Ben voyons, toi. C'est pas dur à battre. Hein? T'es fatigué, toi? Ben, je l'ai dit tantôt, t'es fatigué. Ah, mais ça paraît plus quand tu dis des commentaires de même. Hey, j'avais cette réflexion-là avant de rentrer en onde. Survivor Series, là, c'est-tu aussi pertinent qu'avant? Ça a-tu encore sa place? Tu parles aujourd'hui dans le landscape de Ouais. 2023, là? Ouais. Bah, mais pourtant, oui, mais c'est pas. Non, des Big Four, c'est l'événement le plus skippable des quatre, là. Ils l'ont laissé beaucoup aller quand même. C'est plate, hein? Parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant à la base. Là. Ouais, mais ça, tu sais, c'est parce que qu'aujourd'hui, genre, il y a juste ça, les combats sur Survivor Series ou presque, tu sais, il y a 2 matchs que c'est des singles, mais quand c'est juste ça dans la carte, c'est plate, là. À la longue, parce que c'est tous des matchs qui durent longtemps, là, parce qu'ils n'ont pas le choix, là, parce que le monde, on va perdre le monde après 2 minutes chaque. Ça dépend. La balance entre être boring et être intéressant est mince plus dans ces événements-là que les autres. Là. Puis es-tu content, mettons, qu'il ait pris comme la direction de War Games là, depuis 2 ans pour. Ben, oui, parce que tu sais, veux pas War Games, Survivor Series, survivre, War Games, c'est ça, le but de la game, c'est ça aussi là-dedans. Là. Fait que ça a bien du sens. C'est pas comme si, mettons, ils buildaient un gros match, un match de table, tu sais, un Survivor Series, on s'en calisserait, mais un match de même avec des envergures comme ça, puis le build-up est tout le temps bon, là, souvent, là, il y a beaucoup de turns, on le levait à SmackDown hier, là. On l'enregistre le lendemain, nous autres, là, fait qu'on a vu SmackDown, puis c'est Escobar qui a tourné, il y a Asuka qui a tourné aussi. Puis un affaire aussi, là, rapidement, là, quand Asuka a la bouche fermée, là, puis elle rouvre pas la bouche, là, mettez-vous proche d'elle. Ouais, hein? Il y a quelque chose qui va sortir. Ils vont-tu comprendre un moment donné? Mais avec Bianca Belair, ça y arrivait encore hier, la même cette affaire. Quand tu vois qu'elle a la bouche fermée, puis elle fait des. Approche-toi pas, elle va te crisser dans le quoi dans la face. Ils vont faire un Survivor Series match sur les filles, hein? J'imagine que oui. Mais c'est le War Games. Ah, il y a un War Games? Ils en ont fait? Il y a toujours un War Games féminin et un War Games masculin tout le temps. Ah ouais, ok, parfait. Ouais. Puis là, il disait la rumeur que ça va être Becky Lynch qui va prendre le dernier spot de l'équipe de Charlotte et tout ça. Ah ouais, c'est correct. Bon, ouais, pourquoi pas. Ouais, je trouve que vu qu'il faisait pas grand-chose avec Survivor Series, je pense que le fait de mettre War Games, ça permet aussi de découvrir le match que War Games était populaire dans le temps, là, surtout à WCW. Fait que c'est le fun qu'une nouvelle génération peut voir ce match-là. Puis en même temps, tant qu'à rien faire sur Survivor Series, puis qu'à pas tenir la tradition, ben, commencez-en une nouvelle, puis au moins ça va redonner les naîtres de noblesse à ce 4e PLE. Oui, exactement. Rapidement, avant de commencer le podcast, bien évidemment, on est disponible sur YouTube, en vidéo, en audio sur Balado Québec, Spotify et Apple Podcast. Évidemment, on est disponible sur les réseaux sociaux, sur Facebook, X, Instagram, TikTok, Twitch et toute la patente. Allez nous voir là-dessus, en de métal, tapez là-dessus dans le search bar, vous allez nous trouver. J'ai même fait un Snapchat que je vais utiliser avec Marco, mais je ne sais pas si je vais vraiment l'utiliser, on verra. Ouais.
Je connais pas grand-chose là-dedans. C'est overrated, Snapchat. Ouais, pas mal overrated. Ouais. Parfait. Fait qu'on n'en fera pas. Parfait. Sinon, ben... Let the games begin! Mais avant de commencer les jeux, on a un jeu, nous autres, qu'on fait avant, évidemment, avant de commencer le rétro review du pay-per-view d'aujourd'hui, qui est sur Survivor Series 95. On a un rétro review, on a un autre segment qui s'appelle Dans la vraie vie! Ouf, le segment. Voilà tout. Oui, je fais deviner à Marco qu'est-ce qui est dans la culture populaire autour de l'événement. Et aussi à vous, chers auditeurs, qui veut participer en même temps que nous autres. Fait que pour commencer, comme d'habitude, la chanson numéro 1 en Amérique du Nord. OK. Féminin, masculin. Féminin. Groupe, solo. 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 Ben, c'est un peu la musique, sinon tu vas me le dire. Ouais, c'est pas super aujourd'hui, c'est pas super. OK. 87, ça veut dire 3, ça veut dire 5, 8. OK, là, je check mon âge. Fait que 95 chanteurs solo, je vais dire... Elle avait quel âge à ce temps-là? Mariah Carey. C'est un titre de chanson, parce que c'est pas l'artiste numéro 1, c'est la chanson numéro 1. Là. Ah, c'est la chanson numéro 1? Ouais, c'est une chanson. Ouais. All I Want, la chanson de Noël, là, Christmas. Là. Je ne connais pas d'autres Mariah Carey, à part celle-là, puis celle avec Busta Rhymes, mais c'est pas celle-là. Ouais. Baby, if you give it to me. Ouais, non, t'as la chanteuse, c'est Mariah Carey. Ah, pour vrai? Ouais. La tune, c'est Fantasy. Ben là, Chris, quand même. C'est quoi la tune Fantasy, Mariah Carey? Aucune idée, je déteste Mariah Carey. Ben, tu l'as déjà entendu, là. J'en chanterai pas parce que je veux pas les auditeurs, pas mes talents de chanteur, là, mais je te la montrerai après le podcast. Là. Tu vas dire, ah, c'est ça. Ben, tu m'as fait écouter parce que me montrer une chanson, c'est moins évident. Je vais te montrer la chanson sur YouTube, la vidéo. Ah, ok. Tu vas voir le titre en dessous. Ah, c'est ça le titre. Voilà. Mon beau-père, il tripe beaucoup sur elle, Mariah Carey. C'est son époque. Pour sa musique ou. Non. Non, bon, ok. Bon. C'est logique, hein. Parfait. Chanson numéro 1 au Québec. Un groupe. Ben, c'est masculin. Ben, il y a des filles dedans aussi, là. C'est mixte. En 95. Ouais. Ben, ah, ok, je vais dire. Il y a une fille. Notre-Dame de Paris. Non, c'est plus que ça, Notre-Dame de Paris, c'est genre 2000, 2001, je pense. Ouais, je sais pas c'est qui. C'est tout simplement Jaloux de Beau Dommage. C'est bien dommage. Qui faisait un retour en 95, parce qu'il avait arrêté de faire de la musique, me semble, eux autres ensemble. Là. Aucune idée, j'ai jamais écouté ça de ma vie. Ben oui, tu connais plein de tunes d'eux autres que tu sais peut-être pas c'est eux autres. Là. Non. Mais voyons donc. Oui. Parfait. Ça fait numéro 1 au box-office. Ok. 95. Le genre de film. Hein? Tu veux savoir le genre de film? Ben, tu pourrais, ouais. Une comédie. 95. Parce que l'affaire, c'est que moi, j'écoutais des films, mais c'était souvent des films qui sortaient avant. Fait que... Ouais. Je vais dire 95. Qui était drôle en 95? Je sais pas. J'ai aucune idée. Tu veux pas un guess? Je peux donner un guess, ok? Un indice, hein? C'est une comédie avec quelqu'un populaire de l'époque, puis c'est le deuxième film de cette série-là. Ace Ventura 2? Bonne réponse! Ace Ventura 2! Ben, je te dis quand même un... Mais pour vrai, ma réponse c'était Ace Ventura, mais peut-être pas le 2, mais c'était Ace Ventura. C'est ça. Puis je me rappelle, une petite anecdote rapidement, je me rappelle d'avoir vu ce film-là au cinéma quand il est sorti. Et j'avais été voir ça avec ma mère et ma soeur. Puis on a été voir 2 films ce jour-là. On a vu voir celui-là, puis on a vu Babe le cochon. Ta soeur n'avait pas dansé sur le stage cette journée-là, non? Mais là, au cinéma, c'est drôle, toi. Parfait. Jeu vidéo sorti alentour. Mortal Kombat 3. Et non, c'est Donkey Kong Country 2, Diddy Kong's Quest au Super Nintendo. Très bon jeu. Ouais. Et dans le monde du sport, c'est au tennis. Et Boris Becker a battu Michael Chang. Ah shit, il était bon Michael Chang. Oui, pour remporter le championnat mondial de l'ATP en 3 manches avec Francfort en Allemagne.
Ouais. Et si tu veux m'aider pour les deux prochaines affaires à mettre sur l'écran, sur le WWF Magazine du mois de novembre 1995, on retrouve, bien sûr, sur la cover, l'Undertaker et Paul Bearer. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que sur la cover, qu'on voit un petit peu mal sur YouTube, désolé, c'est qu'Undertaker est sur une motocyclette. Et ça, c'était bien des années avant qu'il y ait sur l'American Badass. C'est un gars de bicycle. Ouais, un homme de bicyclette, Undertaker, là. Et aussi, autour du pay-per-view, je montre souvent aussi un petit flyer qu'il y avait dans la région où il y avait le pay-per-view pour booster l'événement. Et voici celui-là qu'il y avait cette fois-là. Un petit peu noir, là, parce que la qualité de l'image que j'ai reçue était un petit peu noire, mais voilà, Survivor Series 95. Ouais, ça, c'est le journal, là. Ouais. Et Shawn Michaels et Diesel dessus, qui sont bien sûr des amis à l'époque. Donc voilà, c'est ce qui conclut entre deux collections. Dans la vraie vie! Et rapidement, je vais rajouter que j'ai le VHS ici, à mes côtés, de l'événement, avec évidemment marqué version française avec Jean Brassard et Raymond Rougeau, qui j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter. Et voici le back du cover. On va essayer de très beau, hein? Oui, et puis vraiment, il fonctionne à merveille. Je l'ai écouté la semaine passée, puis il fonctionne encore très bien. Tu parlais de Diesel puis Shawn Michaels. Aujourd'hui, j'ai écouté Sting contre Triple H à WrestleMania 31. Puis NWO. Fait que, c'était les matchs de Triple H à WrestleMania, c'était ça qui était sur le network aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. C'est pas l'affaire sur Survivor Series quelque chose qui montrait, non? Non, il y avait Triple H contre Batista à WrestleMania 35, il y avait WrestleMania 31, puis il y a eu aussi l'autre avant WrestleMania 30 avec Daniel Bryan. Ok. Bon. Ouais. Fait que c'est ça. C'est pour ça que t'es fatigué, je pense. Ouais, c'est vrai que les matchs de 34 minutes chaque. C'est pas pire, au moins en 1h30, t'as fait 2 matchs et demi, fait que c'est quand même pas pire. Bref. Survivor Series 95 a eu le 19 novembre 95 en direct du USA Arena de Landover, Maryland, qui était avant le Cap Center où la WWF faisait beaucoup d'house shows dans les années 70, 80 et 90 également. Maryland, ça, c'est où que les dauphins, là? Non, ça c'est Marineland, c'est pas une chose. Le dernier combat à avoir eu là-bas, il est le 2 mai 98, quand un affrontement entre Triple H et Stone Cold Steve Austin. À l'époque, Triple H était champion intercontinental des Castles, commençait son ascension comme main eventer après WrestleMania, là, comme champion. Puis Survivor Series était aussi le premier à avoir eu un dimanche soir. Ah ouais? Ouais, puis sinon avant, c'était le Thanksgiving, c'était souvent le jeudi, là, le Thanksgiving américain. Fait que c'était le mercredi soir la veille. Là, cette année-là, ils ont fait 95. Puis c'est la dernière fois, je pense que c'est. Il n'y a pas le preview qui était la semaine à passer jusqu'à temps qu'il y ait Taboo Tuesday en 2004. Là. Ouais, mettons qu'on peut l'oublier, celle-là. Ouais, non, mais ça reste quand même que c'est le preview qu'il y avait c'est l'histoire. Là. C'est ça, exactement. Parlant d'autres histoires, dans le Dark Match de la soirée, les Smoking Guns ont battu une équipe qu'on ne se douterait pas qui ont fait des charts à WWF en 95. Public Enemy, l'équipe fétiche à WCW qui aimait bien les tables. Flybo, Rocco Rock puis Johnny Grunge, une équipe que j'adorais beaucoup quand j'étais plus jeune. Ça, c'est un match pour Dave, ça, les Smoking Guns contre Public Enemy. Ouais, dommage qu'il n'a pas mis ça sur la télévision, ça aurait pas été intéressant. Fait que voilà, les Guns ont battu Public Enemy avant le gala. Sans trop surprise. Non, c'est un dark match, là. Il aurait pu gagner aussi, ça n'aurait rien changé, là. Public Enemy. Fait que, ouais, après ça, on a eu, évidemment, là, on commence le gala avec une annonce. Évidemment, on le fait dire par Howard Finkel au micro. Monsieur Perfect est de retour à la World Wrestling Federation. Oui, Monsieur Perfect avec son habit qu'il avait dans le temps qui était avec Ric Flair, le consultant, là. Avec genre son nom en glitter en arrière. Là. Ouais. C'est beau. Sa petite ponytail aussi. Classique. Et après ça, on a eu une intro du gala avec la narration, évidemment. Puis, comme je fais souvent quand c'est des intros de l'époque, pour vous, chers métalleux, j'ai fait la traduction de ça, c'est 2 pages vidéo. Non, c'est même pas. C'est 6 lignes. Ah, ok, la traduction. Ouais. Non. Okay. Et la voici. Un des 2 athlètes les plus honorés de l'histoire de la World Wrestling Federation, en parlant de Bret Hart. Et l'autre est le leader de la nouvelle génération, de Diesel. Leur ancienne rencontre était marquée par de l'injustice.
Mais cette fois-ci, les lois ont changé. Le Challenger, le champion, le titre, les Survivor Series. Et ça finit avec Bret Hart qui dit « Diesel, le camion arrête ici! » Puis Diesel qui finit le segment en disant que « J'aime pas tes chances! » On manquait de gaz. Ben Diesel, ouais, c'est ça le crux du match un peu, c'est que Bret Hart dit ben, Diesel, si ça dure plus que 15 minutes, j'ai l'avantage, puis il sera pas capable de. Ton Diesel Fuel va être à sec. Que... Ouais, c'est bon. C'est un bon. Un truc facile, mais en même temps, il y a un peu de vérité. Ça a comme deux layers. Tu as le premier degré et le deuxième degré avec. Parce que tu sais que c'est vrai. Puis son côté, lui, des autres, c'est que, tu sais, oui, c'est vrai que si ça va plus longtemps, je suis dans la merde, mais si moi, je te rends avec tout ce que j'ai en les premières 10 minutes, tu seras peut-être pas capable de te relever, puis je vais être capable de gagner. Fait que tu vois, les deux, ils ont chacun leur plan défini, là, fait que c'est une bonne affaire. Table of the tail. Oui. Et les commandants de la soirée sont Vince McMahon, Jim Ross, évidemment, ceux qu'on a mentionné tantôt, Monsieur Perfect. Et si t'es prêt, mon cher Marco, on commence avec le match numéro 1 de la soirée. Survivor Series 95. Ouais, c'est ça, je t'ai dit ça avant. Okay, et d'un côté, on a les opprimés. Marty Jannetty, Barry Horowitz, Akushi et Bob Spark Plugoli qui affrontent les Body Donners avec Skip, Rad Radford, le Docteur du Désir, Tom Pritchard, le 1-2-3 Kid, évidemment accompagné de Sonny et Ted DiBiase. Oh oui. Et on voit ici sur l'écran YouTube, c'est qu'il y avait des Jean-Pierre Lafitte d'un côté et Avatar de l'autre. Exact. Mais il a été remplacé par Bob Bolly du côté d'Avatar. Puis évidemment, Avatar, c'était une gimmick. Al Snow avait la Delolief dans ses débuts. C'était un lutteur masqué. Sauf que la différence, c'est qu'il y avait son masque quand il rentrait, puis il l'enlevait dans son entrée, puis il n'était pas de masque. Quand le match finissait, il remettait son masque à la tête. Hey, mais je viens de penser à quelque chose. Là. On a fait 93 cette année, puis 95. Dans les deux Survivor Series, PCO s'est fait remplacer. Ouais, mais c'est fou. Entre les 2 années, il y a plein d'affaires qui reviennent. Là, ouais, c'est ça, exact. Ouais. Je ne les ai pas marquées, mais je vais essayer de m'en rappeler quand on fait au fur et à mesure. Mais il y a des affaires qui sont pareilles, comme du monde qui change de match. Je pense qu'il y a je sais pas trop, il y a un Lupin Botché qui arrive à m'amener, ou je sais pas trop. Là. Bref. Puis Jean-Pierre Lafitte, c'est le kid qui remplace. Puis, tu sais, évidemment, la raison qui est faible, c'est que DiBiase a payé Jean-Pierre Lafitte pour que le 1-2-3 Kid prend sa place. La réalité, c'est que PCO a été mis à la porte, genre /quitté WWF à cause qu'il y a des problèmes avec la clique. Évidemment, backstage, une histoire aussi à Montréal, comme quoi qu'il voulait pas perdre contre Diesel, puis des ça. Puis moi, je trouve le drôle là-dedans, c'est que, tu sais, si en qui est faible, là, c'est pas vrai que si je veux payer Jean-Pierre Lafitte qui prend sa place quand il y a Dr. Tom Pritchard dans le match, puis Rad Radford, c'est je vais payer pour prendre la place. Là. Mais c'est drôle parce que tu dis qu'il y a eu des problèmes avec la clique puis Diesel, puis il y avait eu un problème aussi dans un match, dans un show indie avec Kevin Nash aussi. Il s'était passé quelque chose, hein? Il n'y a pas eu le temps à NCW, puis ça a été correct, me semble, le match, non? Mais il me semble qu'il n'y a pas eu de quoi dans un show que l'autre il a essayé de faire son powerbomb, puis il l'a échappé, puis quelque chose comme ça, là, ou... Non, je pense pas. Je pense que c'est dans le temps qu'il y a le BF, ça. Parce que je me rappelle qu'à un moment donné, il avait fait un match à NCW il y a beaucoup de temps, là. Je pense qu'il avait fait un match un contre l'autre, puis c'était un match qui était bien correct, là. OK. Puis récemment, de toute façon, j'avais vu sur les réseaux sociaux que PCO il avait parlé à Diesel, à Kevin Nash, fait que à ce temps, ils sont en bon terme. Ben, j'espère, là, rendu en 95 jusqu'en 2023, maintenant, c'est pour un grudge pour ça, c'est long, là. Puis après ça, on a Skip qui est arrivé avec Barry Horowitz, qui l'avait battu dans un épisode de Wrestling Challenge le 9 juillet 95. Et aussi, évidemment, à SummerSlam également, il y avait un match entre les deux que, encore une fois, Horowitz a gagné, ce cher Barry. Et Rad Radford et Louis Spicolli qui essaient d'être un body donner. En fond, ils essaient de perdre du poids pour être accepté par Sonny et Skip. Puis après ça, on a, en fond, Akushi aussi, qui était avant cet événement-là, était un heel avant SummerSlam. Puis il a fait un face turn quand il a perdu un match à cause de Skip contre Barry Horowitz. Puis Barry Horowitz, il l'a comme pris sous son aile pour lui montrer comment ça se passait en Amérique. Toujours bien aimé Akushi, moi. Je trouve que c'est un... Ouais, il est excellent Akushi. Puis il avait un beau look pour l'époque. Ouais. Puis allez voir, hein, il y a un match contre Bret Hart contre Akushi. Là. Un match classique que vous devez de voir si vous ne l'avez jamais vu. Je trouve qu'on a reviewé quand on l'avait fait à In Your House 1. Le premier In Your House, c'était ce combat-là. Fait que, allez voir ça. Et après ça, on a un petit micro de Sonny pour introduire dans son équipe le 1-2-3 Kid également. Et Razor Ramon veut pogner son ancien protégé. Les officiels viennent séparer les deux. Et en fond, pourquoi Razor veut s'en prendre au Kid, me dites-vous?
tout en même temps, s'il vous plaît. Oui, pourquoi? Il y en avait deux. Là. Merci de demander. La semaine dernière à Raw, en plus, ils ne sont pas synchro, Ramon a croisé le fer avec le Sid le cinglé, avec le kid comme arbitre spécial. Puis à la fin du combat, Razor le Sid dans son Razor's Edge. Sauf que le 1-2-3 Kid prend la jambe de Sid pour qu'il tombe sur ses pieds. Après un chokeslam plus tard, le kid fait un fast count à Razor. Puis évidemment, après ça, quand Razor est à terre, DiBiase a mis de l'argent dans la bouche de Razor à terre, ce qu'il faisait souvent dans le temps. Là. Puis le kid a pris de l'argent puis il l'a mis dans ses poches. Fait que c'est rendu un sell-out, un turncoat, puis il est rendu avec la Lundgren Corporation. Oh oui, une des meilleures factions de l'histoire. Ouais. Puis évidemment, ça met fin à une association de près de 2 ans entre le Kid et Razor Ramon, qui étaient des bons chums, là. C'était vraiment genre, sont protégés, là. Ouais. Et on a un beau rock'n'roll de Holly sur Radford, qui après ça tente de lui faire la même chose, mais Sparky Plug lui fait un powerbomb pour counter ça. Et après ça, on a Radford qui reste dans la game avec un spinebuster sur Akushi. Il y a un gros splash de la 3 du Kid sur Akushi pour un compte de 2. Puis les deux ont une bonne chimie ensemble parce qu'ils s'étaient affrontés à SummerSlam, la même année, dans un match que les rôles étaient inversés avec le Kid qui était Babyface puis Akushi en tant que heel. Un autre bon match aussi, là, un bon opponent de ce SummerSlam-là. Oui. Et après ça, on a Pritchard qui manque un saut de lune sur Holly qui ensuite élimine avec une croix de corde, la 3e câble. Sauf que malheureusement pour le futur Hardcore Ali, il enlève les yeux de la balle puis il se fait faire un roll-up par Skip tout après pour se faire éliminer lui-même. Ah, il like me now. Ouais, des éliminations rapides, back-à-back. Et après ça, on a Akushi qui terrasse Skip avec un balayage de jambes et un coup de pied circulaire à la RVD. Mais il tombe sur le genou de Skip quand il veut faire un splash à la Vader du coin. Et après ça, Skip va de Hurricanrana du top sur Akushi. Et c'est réussi, sauf que Skip, après ça, fait un bump à la Ric Flair de face, même s'il n'a rien mangé. C'était un peu bizarre. Là. C'est un spot de comique, là, mais je sais pas si j'aurais pas fait. Ça y arrivait souvent, Skip, quand même. Ben, c'était un comic relief character. C'était pas un gars qui était genre upper card puis qui était pour être un World Champion Contender. C'était une affaire, haha, il est drôle. Fait que, un peu à la Simon Dean, un peu, là. Même genre d'affaire, là. Meilleur, Skip était meilleur que Simon Dean, par contre. Ben oui, il était meilleur, mais Simon Dean, quand il était pas Simon Dean, il était bon, là. C'était rappelle-moi son nom déjà, c'était... Nova, ouais, c'est ça. à la AEW. Ouais, il était vraiment bon pour vrai. C'était un très bon cruiserweight, heavyweight entre les deux, un peu un hybride qu'il appelle. Il avait lutté à TOW contre Kevin, lui, hein? Ouais. Je me souviens de ce match-là. J'avais son bonhomme, puis il avait capoté. Puis il l'a même signé après aussi. Ouais, j'étais là. Ouais. Après ça, on a évidemment, ce bout-là, que Skip a fait un face bump à la Ric Flair un peu. Mais il y a un tag qui se fait des deux côtés. Et après ça, Akushi monte une offense sur le kid avec un coup de coude de RSR dans le coin, un peu à la China, le springboard avec handspring elbow. China faisait ça? Ben oui, quand le gars était dans le coin, il faisait la roulade, puis il faisait un elbow après dans le coin. Ok, je pensais springboard, j'étais comme... Hein? Non, pas springboard de l'extérieur du ring. Non. J'étais comme Chris. Un handspring elbow. Ouais. C'est souvent les entre parenthèses, les divas qui faisaient ça pour se donner un move cool. Là, Kelly le faisait aussi. Ouais. Bref, après ça, on a un coup de bélier à la deuxième corde de Akushi sur le Kid pour un compte de 2 seulement. Et Razor est backstage avec Fatou, Henry Godwin et Sabuaga, puis il a regardé le combat sur un petit moniteur, puis il n'est pas content du tout, parce qu'évidemment, il n'arrête pas de se regarder les autres. Traite de Christ, c'est tout cul. Évidemment, les autres essaient de le calmer, c'est drôle. Après ça, le Kid frappe Akushi dans la tête avec un coup de pied un coup de pied circulaire. Ça permet à Radford de faire le tomber sur Akushi pour l'éliminer du combat. Et après ça, on a Radford qui finit avec Barry Horowitz, mais il joue un peu avec la souris, là, tu sais. Il fait des moves, puis il relève la tête, puis il fait son je vais le battre de même. Puis en plus, ce qui est vraiment calme là-dedans, c'est que c'est le même que Skip avait perdu contre Barry Horowitz, puis ils font pareil. Les heels, des fois, c'est pas l'écran le plus grisé de la boîte, hein. Ouais, j'en connais une coupe de même. Ouais, je sais. C'est toi, j'ai dit ça. Et après ça, puis évidemment, quand Skip demande de faire des push-ups à Radford, puis Horowitz en profite pour le faire roll-up 1, 2 et 3. Radford est éliminé du combat. Épais. Ouais. Et après ça, on a Skip qui descend les jambes de Barry. Puis après ça, le Kid le frappe derrière la tête un coup de pied. Un coup de genou, pardon. Puis il revole d'un corde, puis il tombe sur le ring. Puis le Kid fait une leg drop en courant d'un corde. Tu sais, le bouffe faisait genre au début de chaque match, whatever, là.
Il fait juste courir et il fait une leg drop rapidement. Ouais. Il a piné avec ça, Barry. Il est éliminé. Puis Razor est fâché backstage après l'élimination encore plus. Mais dans le temps, sur Survivor Series, il y avait beaucoup de personnes éliminées avec des moves basiques. Là. Ah, mais quand tu as 8 gars éliminés ou 7 gars éliminés. Je trouve ça correct. Pas juste faire des finishes. Il faut faire d'autres choses aussi, des roll-ups, des prises qui finiraient pas jamais un gars. Là. Aujourd'hui, ça passerait plus. C'est peut-être pour ça aussi que la formule a changé. Ça dépend. Ça dépend qui, comment, puis pourquoi. Là, c'est pas mal de questions, ça. Ben, souvent, c'est la base des questions. Là. C'est ces 3 questions-là qui reviennent. Là. Oui, après ça, on a Party Marty qui fait son famous dans le bras de Skip. Il est perfect au commentaire. Ça va briser le coup, ce move-là. C'est une référence dans un événement qui est arrivé dans les années 90 à WWF avec Marty Jannetty, qui avait un combat, lui Pichon dans les Rockers à cette époque-là. Puis il était contre le Genius, puis un autre lutteur qui s'appelait Chuck Austin. Puis dans le combat, ben, il a fait son famous puis sauf que l'autre il est tombé sur le coup, il a spiké, puis il est tombé paralysé. Puis il avait poursuivi à WWF, puis il a gagné évidemment, là, parce que c'était une négligence. Mais quoi que, en même temps, le gars, il dit qu'il était capable de manger le move, mais il l'avait jamais mangé. Puis c'est une affaire souvent que ça arrive dans l'Indie. Le gars il dit ça fait l'affaire, puis il dit ouais, pas de me faire moller. Puis le gars il est pas sûr, mais il veut pas le dire au gars pour qu'il a l'air plus bas que l'autre. Ouais, mais ça, c'est moins courant à cette heure. Là. Ouais, puis une promotion comme WWF, par exemple, devrait toujours double-checker, surtout qu'il y a des agents sur tous les matchs. Là. Ben, dans ce temps-là, il n'y avait peut-être pas d'agent, par exemple, dans le temps qu'ils faisaient ça, mais je pense que cette vidéo-là, il est sur Dailymotion, je ne me trompe pas, ou à moi qui est enlevé, mais il me semble que je l'ai vu. Il y a un vidéo reportage sur lui, là, sur Chuck Austin, qui parle, puis il montre le spot. Là. Ce qui est drôle, ben pas drôle, là, mais là-dedans, ce qui arrive, c'est qu'ils font le rocker dropper, puis après ça, ils font un move après, tu sais, genre Sean, il dive avec un punch du top rope dessus pendant qu'il est les jambes croisées, puis il est genre légumes un peu. Là. Ben oui, mais en même temps, c'est pas. Ça arrive vite des fois dans l'action, surtout avec 15 000 personnes qui crient, tu sais, c'est pas tout le temps évident. Mais ça arrive encore aujourd'hui, tu sais, check juste John Moxley puis Ray Phoenix. Ouais, c'est sûr. Ça arrive. Stupides, il y en a partout. Ça peut arriver n'importe où, que ce soit à l'AEW ou ailleurs, hein, aussi. Surtout à l'AEW, je dirais. Ouais, c'est surtout quand toi t'en parles. Hein. Et après ça, Marty va sur le top rope, mais Sonny skate sur le câble. Skate, Sonny, skate! Il a shake le câble, puis Jannetty tombe entrejambe premier sur le coin. Puis Skip va le rejoindre, sauf que Marty lui fait un powerbomb de la 3e corde. Wow. 95 à la WWF. Ouais. Un crise de beau finish, évidemment. C'est suffisant pour le compte de 3. C'est un roll-up, un crossbody peut finir l'adversaire, un powerbomb top rope peut le finir aussi, parce que sinon... Je pense que oui. Ouais, W ici, là. Le kid... Déteins sur moi, mon tabac. Le kid ramasse Marty avec une line et en sautant, tout de suite après l'élimination. Puis on a maintenant un deuxième partenaire, un contre l'autre, même champion par équipe, qui est ensemble les deux. Ouais. Descendre la queue du top 1, 2, et Marty dégage. Et le kid retourne en haut, il manque un salto avant. Ça fait que quand Marty s'enlève du chemin, il est extrémiste. Et puis après ça, Marty fait son comeback. Sauf que pendant ce temps-là, Sid le Cinglif arrive dans les parages. Et après ça, il passera son fameux encore une fois, son rocker dropper. Puis, sauf qu'il fait le compte de 1, de 2. Mais l'enfant 1, 2, 3, met son pied sur la corde pour briser le compte. Se dévier, tirer l'arbitre Earl Hebner pendant ce temps-là. Sid prend Marty par la gorge, le fait jumper dans les airs, puis il fait un stun gun sur la corde. Ce qui permet au kid de mettre son bras sur Marty pour le compte de 3. Et la victoire des Body Donners avec le seul survivant du match, le 1, 2, 3 Kid. Ouais, parfait ça. Puis en plus, ça match que ce soit lui qui soit le survivant, puis que ça soit le nouveau méchant de la Marine Corporation. Ce que j'aime de ce match-là, je checkais les temps entre les éliminations. Tu sais, à part les 2 premières qui ont été rapides, tu as tout le temps un petit gap de 2 à 3 minutes max. Fait que tu as tout le temps, tu n'as pas de temps mort, tu as tout le temps quelque chose qui se passe pour te garder réveillé dans le match. Oh, il peut se passer ça. Oh, il s'est passé ça. Fait que tu vois que c'est bien timé, en tout cas pour ce match-là. C'est l'élimination, en plus, il élimine un gars, tu fais oh, ok, t'es éliminé, tu peux t'arrêter un petit peu. Puis, oh, lui aussi, t'as peur que tu. Ouais. Le fait que tu restes aux aguets du match, puis t'es pas genre, bon, ben, il est éliminé, fait que ça va prendre 5 minutes avant que quelqu'un se fasse éliminer. Fait que... Bon pace. Ouais. Puis après ça, on a une célébration d'un corporation, et ensuite, on voit la réaction de Razor Ramon backstage, qui lance la petite TV dans le mur 2-3 fois. Un peu comme toi quand tu perds NHL, ça. Non, je sais pas ça. Non. Moi, je pisse la manette.
Et un très bon opener avec beaucoup d'action. Puis évidemment, comme tu as dit, le match était parfait pour un 2-3 Kid que tu veux setter comme un nouveau heel on the block. Là. Non, du très beau travail ici. Puis un match sous-estimé des années 90 de WWF. Un match que le monde ne parle pas, évidemment, parce que c'est pas des main event stars. C'est un match d'opener avec des lower cards puis genre mid card at best. Là. Mais non, c'est un match que si vous avez pas vu ce match-là, là, en fait, je vous le dis tout de suite, là, allez voir ce show-là parce qu'il vaut la peine d'être vu. Là. C'est un bon show. Là, from top to bottom, c'est un très bon show. Là. Puis allez voir ça. Fait que toi, le match, t'apprécies aussi. Ouais, parce que c'est un match que. Tu sais, un match qu'il doit faire. Il fait sa job en fait. C'est que c'est un premier match qui met le pace au show. Un match Survivor Series classique. Fait que tout ce qui est fait est bien exécuté, les finishes sont bons, l'ordre des éliminations sont bonnes. Puis, comme tu dis, c'était sous-estimé. Puis il y a des lutteurs que, à première vue, tu regardes la carte, tu connais un ou deux lutteurs, puis tu fais comme le reste, pas tant que ça. Mais non. Tu te rappelles de Marty et le Kid, là, c'est ça. Puis tout le monde fait sa job. Là. Tout le monde fait bien sa job. Fait que ça fait que le match est le fun à regarder. Puis c'est nouveau. C'est pas des lutteurs que tu irais chercher dans les archives pour regarder leur match nécessairement. Là. Surtout Barry Horowitz et compagnie. Bref, appréciez ce premier match. Yes. Et le Kid et Genevieve vont se revoir le mois prochain au In Your House 5, pardon. Seasons Beatings. Ils vont avoir comme partenaire évidemment Razor du côté de Marty et le Kid va avoir Sid de son côté. Un match que Razor et le Kid vont gagner. Et Genevieve vont gagner quand Sid va se faire finir par un bulldog de la troisième corde de Razor Ramon. Ouais, après ça, on a un spot classique qui faisait souvent. Oui, et après ça, on a Hakushi qui va quitter la WWF 5 mois plus tard. Et après ça, on a Skip et Rod Radford qui vont se séparer pour avoir une mini-feud à Superstars après que Radford se soit écœuré, que l'autre il pousse un peu. Il dit ouais, perd du poids, ouais, fais ci, fais ça. Il est écœuré. Fait que fait un petit match entre les deux qui n'a pas rien donné vraiment d'intéressant, mais bon, c'est correct. Et après ça, Pritchard va se couper les cheveux et se faire tondre en blond pour joindre Skip en tant que Zip dans les Bodylands avec Sonny, évidemment, un tag team qui vont gagner des ceintures par équipe ensemble à WrestleMania 12 dans le free-for-all, le kick-off, si on veut. Bubba, lui, il va rien faire de relevant jusqu'en mai 97 quand il va battre Owen Hart dans un épisode de Raw, Nowhere. Ouais. Il reste installé pour Barry, qui évidemment, là, il a eu son petit push, il a gagné 2-3 matchs, mais là, il va retomber sa carte dans pas long, puis évidemment, il n'aura jamais ce succès-là par la suite. Bob Holly, c'est un gars qui a profité beaucoup du booking avec Vince Russo pour les mid-carders. Honnêtement. Ben, ça a revigoré qu'il soit de Bob Holly à Hardcore Holly. Ouais. Sinon, je ne pense pas qu'il aurait duré si longtemps que ça. Là. Puis, cette période-là, je trouve que c'est la période. On parle beaucoup des Austin, DX, tout ça, mais je pense que la meilleure période de l'attitude era, c'est vraiment le mid-card où que tout le monde a pu profiter. Puis que, pas pour rien qu'on se souvient encore des gars comme Hardcore Holly, puis des mediums, des affaires la même, c'est parce que ça a été marquant pour ces gars-là. C'est vraiment une belle période. Tu sais, Hardcore Holly, à un moment donné, à l'époque, il y avait vraiment les big stars, Taker, Triple H, qui étaient depuis 20 ans. Mais Bob Holly était là un méchant bout. Là. T'es là de 93 à peu près jusqu'à quoi, 2011, 2012? Ouais, quand même. Il a fait un retour, à un moment donné, il est parti puis il est revenu, me semble, non? Ou je pense pas, on le voyait juste pas, non? Quand il est parti, il n'est jamais revenu. Ben, il est parti maintenant quand il s'est fait blesser par Brock. Là. Ah, c'est vrai. Brock l'avait stiffé, hein? Il a fait le barbomb et l'a droppé sur le coup. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça peut pas arriver un meilleur homme. Ouais, en même temps, c'est en même temps, aux autres. Là, c'est ça. C'est dommage. Là, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Ouais. Interview time avec Todd Pettengill, M. Fuji, Dean Douglas, Owen Hart, Yokozuna et Jim Cornette. Et Cornette dit à Ramon que c'est facile de détruire une télévision, mais que c'est une autre affaire de faire ça dans un ring de lutte. Décide ce que tu veux faire. On ne te voulait pas depuis le début. Puis si tu ne tentes pas d'être avec nous, ça va mal aller pour toi. Et après ça, c'est drôle parce que Owen Hart dit là, Ramon, là, deviens sérieux. Là, arrête de gosser avec le 1-2-3 Kid. Tu sais, quand il dit deviens sérieux, c'est Owen Hart, le master prankster. Là, c'est drôle de le voir agir de même. C'est correct pour le personnage. Là, mais... Puis on a un engagement avec toi. Fait que sois sérieux. Puis ramène-toi dans le vestiaire qu'on discute du match. Puis on finit ça avec Dean Douglas qui dit à Ramon d'avoir sa tête à la bonne place, qui a un match à s'occuper. Évidemment, Dean Douglas qui est Shane Douglas, le franchise de la ECW qui est à la WWF depuis 4-5 mois peut-être. Ouais, un des très bons heels de. Tu sais,
Moi, je ne l'ai jamais vraiment aimé, mais je l'ai toujours détesté pour son rôle de heel, je l'ai souvent dit, mais je trouve que c'est un peu. Il est un peu dans le même moule que MJF, mais sans le talent. Sans le talent d'MJF. Je trouve que c'est le même genre de heel, un peu. Ouais, ok. Non? Bah, je sais pas. Oui, c'est le même genre de heel qu'il y avait. Surtout AEW, là. Ouais, c'est ça. Qui cherchait qui avait la hit facile, là. Ouais, exact. Bon. Et match numéro 2. On a ici un match totalement féminin. Ah, tu le mettais? Bon, je vais faire une surprise pour toi, mais laisse faire. Non, on a un match féminin avec Bertha Faye, Aja Kong, Tomoko Watanabe et Lioness Asuka. Et non, pas cette Asuka-là, évidemment. Avec Ari Ruppelman contre Alundra Blaze, Kyoko Inoue, Saki Asagawa et Chaparita Asari. Une autre époque, mesdames et messieurs. Bon, c'est correct. Là, c'était vraiment un match de Joshi, là, du Japon totalement, à part Alundra Blaze, évidemment. Puis Bertha Faye, Bertha Faye a lutté au Japon comme Monster Ripper une couple d'années avant. Là. Mais c'est pas... là, sa gimmick, c'est vraiment genre WBF gimmick. Là. L'affaire qui est un peu triste dans ça, c'est qu'à cette époque-là, tu avais pas mal juste Blaze qui était là. C'était limité, ouais. Alundra Blaze est championne féminine de WBF, évidemment. Puis elle et Bertha Faye sont en rivalité depuis le lendemain de WrestleMania 11, la même année. Puis ils sont affrontés à SummerSlam, entre autres, où Bertha Faye avait battu Blaze pour devenir championne, mais entre ça, là, il avait reconnu la ceinture à Raw une couple de semaines avant ça. Fait que c'est Alundra Blaze qui est championne. Hey, j'ai une question. Oui, vas-y. Genre, je pensais à ça vite de même. Blaze a été championne combien de fois à WWE? 4-5 fois? 3 fois, je pense. 3 fois, OK. Ben ouais, elle avait gagné le tournoi pour gagner la belt. Elle avait perdu contre Bull Nakano, puis elle a gagné. Ouais. Elle a perdu elle a perdu. Ouais, elle a gagné contre Bertha Faye. Fait que c'est 3 fois. Il n'y a pas un autre. Non? Pas que je me souvienne, je pense pas. OK. Ben, si tu veux, si t'es vraiment intéressé, tu peux chercher pendant que je parle, mais je pense pas mal sûr que c'est 3. Puis parlant de chercher des affaires pour les quiz, il y en a un après le review. Fait que bougez pas après ça. Asuka ramasse Asari avec un coup de pied circulaire et lui fait une coupe de rotation de Big Swing à la Cesaro, à la Claudio aussi. 1, 2, mais Asari dégage avec un pont, un beau bridge. Et Asari fait ensuite un Sky Twister Press à la AJ Styles. Et après ça, on a Blaze dans le ring. Maintenant, il élimine Asuka avec une souplesse germaine pour un compte de 3. Et Watanabe manque un saut de lune et ça va à l'extérieur du ring où Alundra Blaze saute par-dessus avec une croix de corps à l'extérieur du ring. Et après ça, on a Asagawa qui va de 6 souplesses les bras barrés. Puis ça réveille la foule. Elle a un bon pop pour ça, pour vrai. Ah oui, c'est hot ça, cette prise-là. Ouais, mais c'est un peu comme les 3 amigos, un peu d'Eddie, mais avec des souplesses avec les 2 bras. Il y a juste des souplesses normales. Là. Elle a un bon pop de la foule. Je trouve ça cool pour elle. Et après ça, Asagawa continue son travail avec 2 exploders souplex qui drop Aja Kong sur le coup. Mais malheureusement pour Saki, Kong lui fait un backdrop souplex sur le coup elle-même. Et c'est un compte de 3. Et elle est éliminée du combat. Et après ça, on a Asari qui charge Aja Kong, mais étant seulement 4 pieds 9 pouces et 100 livres. Oui, vous avez bien entendu. Elle rebondit sur Aja Kong. Tu ferais ça hot comme spot, là. C'est drôle. Je vais te couper 2 secondes pour acknowledge que tu avais raison. C'est 3 titres WWE. Women's Champion, en fait. Une fois WCW, c'est ça? Non, mais moi, ce que j'allais dire, c'est qu'elle a remporté aussi un autre titre à WWEF. C'est quel autre titre qu'elle a remporté? Ah, la 24/7. Ah, c'est bon. Ouais, le moins qu'on parle de ça, mieux c'est. Ah ouais, je sais bien. Oui, après ça, après, elle fait une souplesse, un body slam. Après ça, elle monte sur le 3e câble, puis elle fait sur la 2e câble, elle fait un big splash sur Asari, puis évidemment, elle est éliminée du combat. Après ça, on a Kyoko Inoue qui terrasse Kong avec 2 clotheslines, mais quand elle essaie de faire un sunset flip, Kong s'assit dessus. Pour le compte de 3, elle est éliminée du combat. Fait que là, Alundra Blaze est un peu dans le pétrin et compte 3 personnes de l'autre côté. Puis après ça, c'est hot comme spot parce que les trois rentrent dans le ring puis ils l'encerclent un peu comme de Shield un peu. Là. Puis l'autre recule dans le coin puis elle fait un dropkick sur les 2 du côté. Puis je fais ça nice comme spot. Là. C'était bien pensé. Tu sais, je niaisais tantôt, là, mais ces matchs-là à l'époque, c'était pas des stars qu'on connaissait, mais à chaque fois qu'il passait à la télé, là, à Raw, il était là des fois, je pense, à Saturday Night Main Event aussi de temps en temps. Là.
Si je me trompe pas, ça se peut-tu? Non, c'était pas Charlotte Main Event, c'était... Mais il y avait d'autres lutteurs dans le temps, là, comme les Golden Girls, là, les Glamour Girls plutôt, là, avec Lena Likai puis Judy Martin. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de monde dans ce temps-là. Là. Il y avait juste genre, Sherry et Elizabeth. Là. Ouais, ça avait piqué ma curiosité. C'était quand même le fun parce qu'on les connaissait vraiment pas puis il n'y avait pas Internet dans ce temps-là. Fait que c'était plus dur de faire nos recherches. Ouais. Snap souplesse de Blaze sur Watanabe, 1, 2 et 3. Mais non, le Kyoda call pour la belle, mais pour l'élimination, mais ça compte pas parce que, je sais pas, c'était bizarre. Là. C'était pas ça le spot. Mais je pense qu'il l'autre fallait qu'elle dégage, là, mais elle n'a pas dégagé. Là. Habituellement, tu y vas avec le call pareil, t'as pas le choix. Hein? Ouais. Mais c'est pas fini. Parce qu'après ça, Blaze va faire un powerbomb à Watanabe, mais elle suit pas. Fait que genre, c'est comme genre. Fait qu'elle fait l'autre, elle fait fuck off, elle fait un marteau pilon. Puis après moi, elle va dire à crier à Kyoda, genre, là, c'est 3. Fait que je pense que c'est vraiment ça. Là. Ouais. L'autre, elle n'a pas dégagé. Puis ça. Fait qu'évidemment, c'est le compte de 3 qui s'ensuit. Puis un petit peu de confusion. Là, puis là, elle avait pas l'air contente à Andra Blaze après ça. Là. Non. Kiki, il a du swag. Ben, c'est pas tant lui le problème. Ouais. Si l'autre ne dégage pas, c'est pas de sa faute à lui. Là. On ne comprenait pas ce qu'elle disait. Ouais. Bref, Andra Blaze parle pas japonais. Là. Ben, sûrement. Je pense que oui, moi. Ouais, mais c'est pas sa langue première, je veux dire. Là. Ouais. Non? Elle n'avait pas le choix de parler japonais, c'était pour lutter là-bas à temps plein au Japon. Là. C'est ça, exact. Bref, collision après ça entre Bertha et Aja. Et après ça, Blaze en profite avec une autre souplesse germaine, pas de hauteur sur Bertha Faye pour le 3. Puis ce qui est drôle, aussitôt que le compte de 3, c'est bizarre parce que l'autre, elle vend pas, elle sort du ring et elle commence à engueuler Whippleman. Là. Ouais. C'est vraiment genre, aussitôt que le compte de 3 se fait, elle glisse en bas du ring, pas l'expression faciale, puis elle va engueuler l'autre. Comme si elle n'avait pas vendu à la shot, là, puis c'est juste. Ouais, comme si c'était genre rien, là. Comme si genre le compte de 3 est fini, j'arrête de vendre, puis je m'en vais. Mais c'est dommage, mais ça, j'ai déjà vu ça une couple de fois dans plusieurs promotions, puis même à WWE ou WCW. C'est arrivé. Il y a une couple de situations de même qui fait que tu crois moins au kayfabe dans ce temps-là. Mais Harvey puis Bertha Faye, ils s'entendaient pas tant que ça aussi là, backstage quand ils se côtoyaient, là, parce que je sais qu'il en parlait souvent des choses interviews Whippleman qui faisait par la suite, comme quoi elle l'aimait pas, puis lui, ben, il se croisait un peu d'elle aussi parce qu'elle l'aimait pas. Fait que c'était pas la plus belle affaire. Puis en plus, c'est vrai parce que c'est censé être un couple là-bas, là, de l'ABF. Là. Ouais. Avec une toune sous-estimée, la toune de Bertha Faye, si vous voulez aller voir ça sur YouTube. Tapez Bertha Faye Team, puis allez voir ça. Je la réécoute. Hein. Oui. Et fait qu'après ça, on a une souplesse de la 2 de Kong sur Blaze pour un compte de 2 encore. Et après ça, Alundra réplique avec Hurricanrana pour un 2 également. Combinaison missile dropkick et standing moonsault très bien fait de Blaze sur Kong. Mais encore une fois, c'est un compte de 2. Après ça, on a Blaze qui fait une superplex, mais Kong la pousse au tapis. Puis quelques secondes plus tard, Aja Kong lui fait un point qui retourne en arrière, un genre de backfist, un spinning backfist à la mâchoire de Blaze. Elle fait le tomber. 1, 2 et 3, c'est terminé. Les gagnants du combat, l'équipe de Bertha Faye comme seule survivante, Aja Kong qui a piné la championne actuelle, Alundra Blaze. Puis après le match, là, tu vois, quand Blaze est à la base du ring, ben, elle pointe la ceinture quand même avec sa taille. Puis, number 1! Je me souvenais pas du résultat de ce match-là, puis j'étais surpris. T'es surpris, ouais. Hein? Ouais, je m'attendais à rien. Je me suis dit, c'est sûr que Blaze va gagner ce match-là, puis non, finalement. Ouais. Sinon, c'est un bon petit match avec une couple de spots bizarres, là, de manque de communication ou tout, mais dans l'ensemble, c'est un bon match. Là. Ouais, c'est un bon match, mais ça a été quand même un peu mon downer du pay-per-view. Là. Sans te mentir, là, c'est pas. Tu sais, je trouvais ça cool de voir, mettons, la lutte japonaise à cette époque-là. On en voit beaucoup aujourd'hui, il y a beaucoup de grosses vedettes japonaises, mais de se rappeler qu'est-ce qu'ils faisaient dans le temps et qui a un peu pavé le chemin pour eux autres. Là. Mais au moment où j'ai écouté le show, plus ou moins. Ouais. Correct, mais plus ou moins. C'est correct. On peut pas être d'accord tout le temps sur tout non plus. Là. Ben, on devrait. Non, pas vraiment tout. OK, parfait. Non. Et Aja Kong devait avoir un match au championnat Royal Rumble, mais en décembre, la WBF et Blaze ont un petit chicane, puis on s'est retrouvés à Nitro pour faire ce que vous savez tout, là, la poubelle, le titre dans la poubelle féminin. Puis elle a été blacklistée de la WBF jusqu'en 2015, quand ils l'ont mis dans leur Hall of Fame. Puis la WBF va laisser le titre féminin vacant jusqu'en septembre 98.
sais-tu qui était la première championne féminine quand ils ont fait le retour? En septembre 98. Je pense un peu qui était là en septembre 98 côté féminin. Exactement. Elle avait battu Sable. Et après son interview time avec Todd Pettengill et le président Bill Clinton qui est à l'Arena. Les highlights de l'entrevue sont que Bill pensait que Bam Bam était celui des pierres à feu. Ben comique. Il y a aussi l'exploit de Bigelow quand l'exploit arrive, tous les gardes du corps de Clinton, ils foncent dessus pour le protéger. Là. C'est très drôle. Moi, j'aime ça parce que plus ça change, plus les présidents des États-Unis sont toujours aussi sans dessin. Ah, mais là, c'était un spoof. Là. C'était pas vraiment le président Clinton. Là. Non? Non, malheureusement, non, c'était... Oui. Monica n'était pas là non plus? C'est après ça, Monica Lewinsky. Ah oui, je sais. Mais oui, en 95, ça, c'était bien après. Ben, pas tant si longtemps que ça après. Je pense que c'est 2 ans après, je pense. Ben oui, on avait parlé à la TV là, avec DX. Là. Il faisait toutes des affaires de même. Là. Quand il a l'affaire de Shawn Michaels sur le podium là, qui dit j'ai pas couché avec l'intern, c'est ça qu'il parlait. C'était ça la joke. C'est en 97. Ouais, t'as raison. Ouais. T'es fatiguant, t'as toujours raison. Ben là, qu'est-ce que je te dise? Match numéro 3. Ben, je t'aime. Match numéro 3. Bam Bam Bigelow contre Goldust. Goldust qui était fraîchement arrivé à la World Wrestling Federation. Il a fait ses débuts le mois d'avant In Your House 4 en défaisant Marty Jannetty. Puis le 4 novembre à Superstars, Bigelow a interrompu une promo de Goldust pour le challenger ce soir pour le match à Survivor Series 95. Fait que voilà, Bam Bam contre Goldust. Un match présenté par Karate Fighter. Oui, Karate Fighters qui me rappelle de bons vieux souvenirs. Évidemment, quand j'étais plus jeune, je l'avais acheté ce jeu-là. Puis je l'amenais à l'école, puis on jouait avec quand il y avait des récréations, whatever. Là. C'était bien le fun pour vrai. Puis un affaire qui était de jeunesse, là, vraiment, là, qui me rappelle de bons souvenirs. Là. Puis Karate Fighter, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les bonhommes bleus et rouges, c'est ça? Ouais, mais tu sais, t'avais 2 bonhommes qui étaient sur des affaires que tu tournais, là, puis t'avais des coups de pied et des coups de poing, puis il fallait que tu punches le milieu du corps pour qu'ils revolent de la plateforme, là. Puis t'arrêtes de chercher ça pour voir monter une photo. Ouais, je vais le montrer à l'écran en même temps parce que je trouve ça pertinent de le faire. Pendant l'entrée de Goldust, on a l'entrevue Picture in Picture. Parle-moi pas de ça, s'il te plaît. Puis oui, cite la planète des Saints 1968. Puis ce soir, la bête de l'Est, You'll Never Forget the Name of Ça se bat à l'extérieur du ring où Goldust manque un punch et frappe le poteau, un de tes spots préférés. Et après, une line qui sort Bigelow. Je suis sûr que quand tu l'as regardé, tu as pensé à ça tout de suite. Hein? La partie la plus dure du ring ou. Non, qui a punché le poteau quand l'autre s'est tassé. Là. Hey, pour ceux qui écoutent le podcast, puis ceux qui commentent, Pierre-Paul. Merci de répondre à la question que je t'ai posée. Ouais, un peu. Je veux juste dire que. Dites-nous, c'est quoi pour vous la partie la plus dure du ring? Parce que moi, je dis que c'est l'apron, parce que c'est la partie qui n'a pas de spring. Puis TJ, lui, dit que c'est le poteau. Donc, ou qu'il n'y a pas de spring. Exact. Mais qu'est-ce que tu disais? Oui, j'y ai pensé, le spot que tout le monde fait aujourd'hui qui me tape vraiment ses nerfs. Hey, le gars, il est à côté sur un poteau de métal. On va le frapper de toutes les forces. C'est quoi le pire qui peut arriver? Et allez voir sur YouTube pour Karate Fighter. Ouais, c'était bien le fun, ce jeu-là, pour vrai. C'était beaucoup de plaisir avec ça. Exact. Et comme j'ai dit, après ça, il frappe le poteau après ça. Et après une line qui sort Bigelow du ring, Goldust commence à toucher de la façon que vous savez. Là, il se touche le chest puis il monte là, un peu. Là. Un peu comme que je fais quand je vais chez vous. Il fallait pas le dire, ça. Non. OK. Il a brisé le kayfabe. Après ça, Bam Bam essaie de revenir avec une souplesse arrière, mais après ça, il manque un coup de boule dans un spring des câbles. Sur le rebond, il tombe face first au tapis. Et Goldust, après ça, Bigelow dans un chin lock. Et Bammer, après ça, se lève et l'écrase sur l'opposant avec une chaise électrique. Puis après ça, on a un comeback de Bigelow avec des lines et une souplesse arrière pour un compte de 2. Et après, il manque une charge dans le coin. Et sur le rebond, Goldust lui fait un bulldog pour le compte de 3. Et c'est une victoire pour Goldust ce soir à Survivor Series 95. Ouais. Puis tantôt, là, tu parlais que le match féminin, c'était un down pour toi. Mais ça, c'est ça mon down. Moi. Ouais. Mais... Je trouvais ça un peu dull, là, même si l'action était correcte. Là. 8 minutes 18, 2 minutes de moins que le match féminin. Quand même étonnant. Hein? Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire, parce que moi, c'est 2 lutteurs que j'apprécie vraiment beaucoup. Puis que
en regardant le match, parce que tu sais, souvent, j'ai pas la mémoire que tu as en me disant ah oui, c'est vrai, c'était un bon match ou c'était un moins bon match, à part quelques exceptions. Puis, je me dis, ça un match intéressant. Finalement, moins intéressant que mes attentes. Ouais. Tu sais, au moins, le match d'avant, moi, je trouvais qu'il y avait de l'action tout le temps. Il y a de quoi qui se passait. Dans ce cas, ça, des fois, c'était. En même temps, c'était le style méthodique de Goldust un peu, c'est normal. C'est pas le même genre de lutteur. Là. Il était aussi dans le début de son personnage, fait qu'il fallait aussi qu'il installe la magie, on va dire ça. Ça a pris une couple de mois qu'il devienne de Goldust, vraiment hardcore qu'on connaît. Là. Et après ça, Goldust va rajouter une directrice pour le diriger dans ses combats, en personne de Marlena, évidemment, Terry Reynolds, sa femme de l'époque, dans la vraie vie. Et il va aller en rivalité avec Razor Ramon dans les semaines qui vont suivre, avec évidemment beaucoup d'affaires, là, comme il se fait tatouer il se fait tatouer un cœur avec marqué Razor sur le chest, puis il se touche. Là, puis il envoie des chocolats puis des fleurs à Razor. Puis ça. Quelque chose que Razor, Scott Hall, il avait pas parce qu'il voulait pas que c'est un bon exemple à montrer à sa famille, ses fils là, qui allaient à l'école, puis c'est écœurant à cause de ça, puis tout. Là. Bon, en même temps, je comprends, là, parce que, tu sais, en 95, l'affaire homophobique, là, c'était pas quelque chose qui était. C'est ça que j'allais dire. On est en 95. Là, imaginez aujourd'hui, on a encore des problèmes avec ça. C'est pas encore tellement accepté, même encore aujourd'hui. Fait qu'imaginez en 95. Ouais, exact. Ouais. Fait que, puis après ça, ce soir, la dernière apparition de Bam Bam à WWF pour toujours. Il va quitter. Il était un peu il était tanné de dealer avec la clique backstage, puis aussi son manque de push, là, parce que même pas 6 mois avant ça, il était inventé WrestleMania contre Lawrence Taylor. Puis il avait été promis un push à cause de ça, puis c'est jamais arrivé à cause qu'il y avait des problèmes avec la clique un peu. Fait que... moi, je dis que son main event, c'est un peu une parenthèse. C'est par défaut. Là, je pense pas que il aurait dû être main eventer à ce moment-là. En tout cas, si oui, j'aurais aimé qu'il build un peu plus puis contre un vrai lutteur, là, mais bon. En même temps, je dis qu'il y a eu un push. Il y a vraiment eu un push. Ils l'ont crissé hors de la corporation. C'est déjà une bonne affaire quand il crisse hors de cette corporation de marde-là. Là. Je commenterai pas là-dessus. Parfait. Parce que dans ça, tu sais que j'ai raison, c'est ça. Hein? Puis il va balancer son temps les Indies américaines et le Japon avant de signer la Extreme Championship Wrestling en février 96. Pour tous les détails, allez voir sa biographie partout sur nos réseaux. Récemment faite, 2 mois, 3 mois? À peu près, ouais. Et après ça, on a Penn Gill de retour avec M. Clinton. Il y a un invité avec lui, puis c'est M. Bob Backlund. Rien à cirer là-dessus. Là. C'est Bob Backlund qui l'engueule un peu, puis l'autre ne sait pas pourquoi il l'engueule, puis il fait comme si rien n'était. C'est pas vraiment drôle. Là. Comparé là, au spot d'avant, celui-là, il est vraiment poche. Là. Puis l'autre n'était pas bon non plus, fait qu'imagine. Exact. Fait que match numéro 4, les Royaux. King Mabel, Hunter Stemsley, Jerry King Lawler et Isaac Yankum DDS avec Sirmo contre le côté sombre, l'Undertaker, Savio Vega, Fatou et Henry Godwin avec Paul Bearer dans leur coin dans un combat Survivor Series Elimination, évidemment. Moi, juste une petite parenthèse comme ça, je connais quelqu'un dans le cadre de mon travail qui s'appelle, c'est une femme, elle s'appelle Fatou. Puis à chaque fois que j'y parle, ça me fait rire un peu parce que le nom Fatou, c'est ça. Tu devrais arriver à te taper un fun de même comme tu fais. Ouais, non, je pense pas. Ah, peut-être pas en 2023. Peut-être dans la 95, ça aurait peut-être pu. Ouais. L'équipe des Kings, à part Henkel, c'est une belle équipe, je trouve. Une équipe que j'aime bien. Ben, quand on sait qu'est-ce qu'il va devenir plus tard, c'est quand même une bonne équipe pareille. Là. Ouais, effectivement. Ouais. Et au King of the Ring, quelques mois auparavant, Mabel avait battu Taker pour avancer en finale et battre un autre gars de l'équipe qui propose aujourd'hui, Savio Vega, en finale. Dans une très bonne décision. Le 25 septembre à Raw, Mabel avait interféré dans un match impliquant Taker et Davey Boy Smith c'était un combat entre les deux à Inner House 4. Ouais. Sauf qu'après ça, le 9 octobre, encore une fois, à Raw, Mabel avait attaqué Taker en faisant une descente de la cuisse qui a brisé l'os orbital de Taker. Mais je m'allais dire pour vrai, mais c'est pas vrai. Là. C'est arrivé pour vrai dans un house show une couple de journées avant ça. Que Taker il s'est fait péter la face par Mabel, fait une neck drop, ça avait vraiment pété le fameux masque gris qu'il portait aussi. Là. Ouais, ça c'est après. Là. Pardon. Ouais. Puis il avait utilisé ça, puis il a fait l'angle à télévision. Pardon, après. Puis Vince avait dit que c'est ça qui avait brisé la face de Taker, mais en fond, c'était pas vrai. C'est juste pour couvrir que c'était arrivé dans un show pour que le monde le sache c'est pourquoi. Là. Ouais, ils ont romancé l'histoire, fait que en même temps, c'est correct. Là. C'est correct quand tu dis c'est moi. Le fameux masque de. Je m'attendais pas à ça.
Ah, c'est cool, pareil, comme look, je trouve. Ouais, ben avec le pourpre en arrière, c'est encore plus beau, je trouve. Ouais, très, très beau. Ouais. Il y a un petit micro de Lawler, pour la classique à la Jerry the King Lawler, tout en bon. Yes. Puis après ça, quand Taker enlève son chapeau, on met bas un regard genre what the fuck, genre c'est bien laid. Puis il y a Taker un masque de genre de granit, comme on vient de montrer sur YouTube, mais à la façon de l'opéra. Puis la révélation fait fuir l'opposition du ring au grand complet. Ils ont toutes peur. Après ça, on a Fatou et Hemsley qui renouvellent leurs hostilités du mois dernier à Henry House 4, quand Hemsley avait battu Fatou après un pedigree. Et Hunter et Fatou encore en pedigree, sauf qu'il regarde, il lève la tête puis il voit Taker dans le coin, fait qu'il back off puis il lâche la prise. Bah, je trouvais ça, c'était un nice touch, trouve. Ouais. So, Fatou fait le relais à Henry Godwin et Hemsley demande pardon et tag Lawler, qui lui aussi, tout après, il rentre puis il fait fuck off puis il tag Yankum. Après ça, Yankum met Godwin au sol avec une souplesse arrière et là, Hemsley est assez brave pour embarquer dans le ring, évidemment le classique, parce que le gars a peur pendant que le gars est à terre puis là, il veut lui casser la gueule. Ouais, exact. Et au commentaire, quelque chose qui va te piquer ta curiosité, Monsieur Perfect a dit d'appeler Hemsley Triple H. C'est comme ça qu'on l'appelait. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que ça ne collera pas. Ça va commencer à arriver en 97 avec DX, que Sean commençait à l'appeler de même à la télévision, Triple H. Mm-hmm. Mais ça avait été collé la première fois avec Perfect. Oui, à la télévision, oui. Mais ça n'a pas duré. Fait que ça a quand même pris 2 ans avant qu'il le fasse pour vrai, que ça colle et qu'il s'appelle de même tout le temps. Là. Mm-hmm. Puis quelque chose qui est drôle, c'est que j'avais lu la biographie de Sonny. Puis elle a dit que c'est elle qui l'appelait comme ça avant tout le monde backstage. Mais si vous voulez croire Sonny, votre village peut varier. Là. Moi, j'y crois. Là. Ouais. Et toi, Sonny puis Brett, je trouve que ça colle pas mal bien ensemble. Pas pour rien qu'ils sont en l'air de moi à côté de l'autre dans mon mur. 2 estimes menteurs ensemble. Hey, calme-toi, là. Brett, c'est pas un menteur, là. Non, Brett, Brett tells it like it is and he likes other kind of girls. Genou au visage de Hunter sur Henry pour un compte de 2. Après ça, Godwin tient Hemsley pendant quelques secondes en press slam. Il l'écrase au tapis. Après ça, Vega et Mabel sont maintenant dans l'action. Et Mabel m'amène sa vue avec un Bossman Slam et une souplesse par-dessus la tête qui a vraiment lancé Vega quasiment d'un bord de ring à l'autre. Et après ça, j'ai ri parce que Mabel regarde la fin et fait Who's the King? T'es carrément Mabel. Ça fait toujours rire quand il crie ça de même. Faut que je m'achète cette figurine de là, de Mabel. Celle que t'as, là, la première que t'as eue dans un encan. Non, la première que j'avais achetée de Firestorm. De Firestorm, ouais. Fait que, il me le faut, celle-là, je l'aime bien. Ouais, il est très, très beau. Grosse hit sur Vega. Et là, il lui fait un marteau pilon, mais il prend son temps à faire le tomber, puis évidemment, on sait ce qui arrive. Hein. Il kick out à 2, ça veut Vega. Puis après ça, Vega fait un rock bottom à Lawler, sur Hunter, pardon. Puis après ça lui veut taguer de son côté, mais Lawler rentre dans le ring, puis il fait un marteau pilon. Sauf que cette fois-ci, Vega se met les mains à terre pour se protéger de sa chute. Et tag l'Undertaker sur un gros pop de la foule. Puis après ça, c'est drôle parce qu'évidemment, Lawler, il est dans la merde. Fait que là, il dit non, s'il te plaît, il sort de l'avoir, il veut taguer ses partners, puis ils sont plus là. Fait que, là, qu'est-ce que vous faites? Ben, regarde, c'est drôle parce que tout à l'heure, il a fait la même affaire. Il a tagué Yankum avant d'entrer dans le ring. Fait que, tu vois, il a sa comeuppance, puis il reçoit qu'est-ce qu'il mérite. Ouais. Évidemment, ça ne dure pas longtemps, puis il se fait éliminer avec un Tombstone Pile Driver. Et après ça, on a Yankum, en fond, son futur frère, Kane, qui va embarquer dans l'action. Mais Taker va quasiment le couper right away avec une clothesline en courant, en sautant surtout. Ouais. Puis il va faire un tombstone impressionnant à Yankum pour l'éliminer. Fait que maintenant, 2 éliminations rapides là-dessus. Et après ça, on a un autre futur feud on va voir plus tard dans le WWF avec Hemsley qui rentre dans l'action contre Taker. Exact. Puis il essaie de se sauver encore une fois quand Godwin lui part la route avec son seau d'eau rempli de slop. Puis évidemment, c'est soit qu'il se fait slopper ou il retourne dans le ring. Ouais. Donc il recule vers l'apron, puis Taker le pogne par la tête. Puis pendant qu'il fait monter sur l'apron, il pogne par la gorge, puis il fait un chokeslam de l'extérieur jusqu'à l'intérieur, dans un très beau spot. Puis évidemment, ça élimine aussi Triple H. 3 back-à-back pour Undertaker. Ouais. Là. Tu vois, c'est comme tantôt qu'on parlait avec l'opener, là, quand tu as des éliminations rapides. Soit que tu as ça, ou bien tu as un gars qui va un gros rampage et qui élimine tout le monde back-à-back. Oui, puis là, tu vois ça, sans l'espace de 2 minutes, on a éliminé 3. Puis je trouve ça cool parce que pour bâtir un gars comme Undertaker, ça le rend crédible. Puis
en même temps, tu ne bâtis pas ton match Survivor Series de la même façon que tu as bâti le premier, parce que tu as des plus grosses stars dans celle-là. Fait que c'est cool. Ouais. Et après ça, on a une souplesse ventre-à-ventre de Mabel sur Taker, suivi d'une descente de la cuisse, la même qui avait brisé la face de Taker. Donc après ça, Mabel est content de lui, il fait une petite danse. Puis pendant ce temps-là, Taker se set-up en zombie comme qu'il faisait tout le temps à l'époque. Puis Mabel, il fait fuck that, puis il s'en va. Ouais. Tu vois, tantôt, là, on avait parlé là, qu'il y avait beaucoup de similitudes entre 93 et 95. Là. Mais tu sais, il a fait comme Shawn Michaels en 93 quand il était contre les Hart. Il a fait fuck off, je m'en vais, je crisse mon camp d'ici. C'est vrai, hein? Ouais, même affaire. Sauf la seule différence, c'est qu'il y avait une élimination de fait dans le côté de Shawn. Il avait éliminé Owen. Là. Ouais. Mais il reste quand même que c'était un 3 contre 1, puis il a fait fuck off. 4 contre 1, puis il a fait fuck off, je m'en vais. Ouais. Puis là, dans ce cas-là, par exemple, ça protège un peu Mabel qui n'a pas besoin de se faire piner. Là. Ouais. Puis, fait que c'est ça, fait qu'il se fait évidemment contre l'extérieur du ring. Fait que, après ça, il y a Sermo qui fait une erreur, qui rentre dans le ring, qui frappe Taker de dos, puis ça n'a aucun effet. Quand il sort pour se sauver, il y a les 3 gars de l'équipe qui l'empêchent. Puis il reçoit un choke slam de Undertaker. Fait que voilà, un match, rien de trop d'excitant. Là. À part Taker qui fait sa grosse séquence d'élimination, il n'y a pas vraiment d'excitant. Mais le but du match, c'est de builder Taker comme quoi avec son match, il est encore plus dangereux qu'avant. Fait que c'est le but du match de builder Taker, c'est mission accomplie. Ouais. À la 12e minute, il élimine 3 de suite. Puis, on peut quasiment dire 4 parce que dans le fond, Mabel est parti à cause de lui. Fait que Taker a cleané l'équipe au complet. Fait que non, très bel job pour builder un personnage. Puis, non, j'ai apprécié ça. Comme tu dis, pas le meilleur match, mais storytelling parlant, ça a fait sa job. Ouais. Et Taker va vaincre, mais bon, dans un casquette match le mois prochain à In Your House 5. Ouais. Au même gala, Amir va être victorieux contre Henry Godwin dans un combat dans le clou de cochon. Et pour les autres plus tard, évidemment, du match, rien à signaler côté storyline dans les prochaines semaines. On l'avait fait sur In Your House, là, je pense, hein? Non, pas encore, non. OK, on avait sûrement parlé une couple de fois parce que, il me semble que ces 2 matchs-là, en 260 épisodes à un moment donné. Oh, ouais. On va bien y arriver un jour. Oui. Petite intervention pour ça de Vince qui demande à Jim Ross qui va remporter le combat de ce soir entre Diesel et Bret Hart. Puis JR et Jet sont dévolus sur le champion défendant Diesel en disant qu'il est trop fort pour Bret, puis il va le maganer trop au début, fait qu'il ne pourra pas suivre la cadence. On a ensuite des promos de Bret et de Diesel. Letman dit qu'il sait que le gagnant de ce soir va affronter le British Bulldog à In Your House 5. Mais un match à la fois, dit Letman. Il sait que ce que Diesel a dans le ventre et que ça ne sera pas facile. Puis il dit qu'il se sent comme Wayne Gretzky à se demander année après année si c'est encore le meilleur de la business. Puis il dit que ce soir, Diesel, le camion s'arrête ici parce que tu vas être exécuté excellemment parce qu'il ne possède pas la même technique que lui et qu'il s'en va au tapis. Et la réplique, oui, vas-y. Je peux répondre, moi, non, tu n'es pas le meilleur joueur du monde. Oui, Gretzky, c'est Mario Lemieux, mais tu peux continuer. C'est discutable. Non. On aura tes chums de la poche bleue, ouais. Diesel réplique en disant qu'il dit qu'au Bulldog, que ce ne serait pas de Bret le mois dernier, mais il serait même plus dans l'équation, puis il l'aurait powerbombé, puis il ne serait plus dans l'histoire. Il n'y aurait pas de match retour pour toi le mois prochain à In Your House. Et après ça, les gens disent que c'est ce soir, plus le temps va avancer dans le combat, plus je vais être fatigué, puis je vais admettre que c'est vrai, là, vous avez raison. Sauf que moi, je ne punche pas pour rentrer, je ne suis pas payé à l'heure, puis j'ai plein de moves à haut impact qui vont te terrasser puis te mettre à terre pour le compte de 3. Puis il dit à Bret que c'est ironique qu'on soit au Survivor Series parce que ce soir, tu ne survivras pas. J'aime beaucoup le mot terrasser. Ouais, mais des bonnes promos. J'ai bien aimé ce petit segment-là de promo. Ouais. Puis c'est un match-up intéressant. On va revenir tantôt de ce main event-là, mais c'est un match-up que j'aime bien pour plusieurs raisons. Ouais. Interview temps avec Todd Pettengill, Sid, Ted DiBiase, le Bulldog et Jim Cornette. Et c'est un moment drôle. Todd, il dit à Jim qu'il a parlé tantôt plutôt de l'adversaire de l'autre équipe. Puis Cornette, évidemment, bien sûr, dit que c'est pas vrai, qu'il l'a pas vu de la journée. Puis là, tu vois Sid et Ted qui se regardent. Non, qu'est-ce qu'il dit, là? Non, c'était cool. Nice touch. Puis il a dit que c'est pas vrai parce qu'il avait promis au Bulldog qui serait tout le temps dans son coin à lui du début jusqu'à la fin, puis il avait raison. Regarde, je suis là pour toi, le Bulldog. Fais-moi confiance, Ted. Je suis honnête aussi. Je suis aussi honnête que la journée est longue. Puis là, Ted, il dit que lui, moi, je m'en fous tant que mon équipe ramène le cash. C'est ça l'important pour moi, mais prends-moi pas pour un épais. Je fais déjà ça la job moi-même.
Un gars de cash. Ouais, justement, il aurait dû cacher sa corporation dans ce temps-là. Ça aurait été peut-être meilleur pour nos yeux. Oh, franchement. Ouais. Puis à ce moment-là, Sean et Ahmed Johnson sont là. Puis Sean dit qu'ils devraient arrêter de se battre entre eux. Puis s'ils vont pas sur la même longueur d'onde, ben, moi et Ahmed, on va l'être. Puis on va survivre. Fait qu'évidemment, après ça, on est prêts pour le match numéro 5 de la carte de ce soir. Le combat de la carte folle, le wildcard match entre Yokozuna, Dean Douglas, Owen Hart et Razor Ramon, champion intercontinental, contre Shawn Michaels, Sid le Cinglé, le British Bulldog et Ahmed Johnson. Et dans leur coin, il va y avoir évidemment respectivement M. Fuji du côté de l'équipe de Yokozuna et du côté de l'équipe de Shawn Michaels. Jim Cornette va être là avec Ted DiBiase. Wow, un côté plus fort que l'autre. Ouais, c'est ça. L'idée du wildcard match était annoncée par le président Gorilla Monsoon à la télévision, mais c'était une idée du cowboy Bill Watts, qui était à la WWF un petit peu avant ça, comme un petit peu de lead booker. Là. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que je pense que Vince avait des problèmes un peu à l'époque, là, puis que si Vince aurait parti, il y avait c'était pas l'affaire de... Je pense que c'est une autre affaire qui est arrivée. Je me rappelle pas c'est 92, c'est les stéroïdes. Ouais, mais il est arrivé de quoi en 95? Parce que je me rappelle d'avoir vu comme quoi Bill Watts, c'était sûrement lui qui aurait pris la place du booking. C'est pas une affaire financière, me semble, ouais. Hein? Peut-être, une affaire de même, je sais pas trop. Là. Je vais essayer de faire une petite recherche rapide, ouais. Ouais, check. Puis c'est ça, le concept, dans le fond, c'est qu'il y a des heels avec des faces, puis des faces avec des heels. Fait que Ramon et Douglas sont arrivés depuis le mois de septembre. À In House 3, Douglas avait battu Ramon. Et le 25 septembre à Raw, Douglas avait été nommé aspirant numéro 1 intercontinental de Shawn Michaels. Une semaine avant le pay-per-view, est arrivé évidemment l'incident de Syracuse, New York, à Shawn. Fait qu'il a fallu qu'il donne la belt à Dean Douglas. Sauf que malheureusement pour M. Douglas, après ça, il a défendu sa ceinture contre Razor Ramon et Ramon l'a battu pour donner le champion intercontinental. Et puis à l'époque, il était champion intercontinental pour la 4e fois, ce qui était un record à l'époque de Razor Ramon pour champion intercontinental à la WWF. Et Shawn et Sid ont une guerre qui a commencé le lendemain de WrestleMania 95, pardon. Quand Shawn avait renvoyé Sid comme bodyguard, puis après le match, après ça, Sid avait powerbombé Shawn 3 fois pour que Diesel vienne faire le run-in pour sauver Shawn Michaels pour que le face turn, parce que Shawn était heel à l'époque, mais ça a fait un face turn pour lui, puis ils sont assurés, parce que dans ce segment-là, la foule cheerait beaucoup pour Sid, parce que Sid, no matter what, qu'est-ce qu'il est, il va tout le temps se faire cheerer par beaucoup de monde. Fait qu'il voulait vraiment s'assurer qu'il soit hué, fait qu'ils ont mis Diesel pour qu'il fasse le run-in. Puis après ça, au Raw du 11 septembre, Michaels avait même vaincu Sid pour gagner le titre intercontinental. Puis évidemment, pendant le titre intercontinental, Ramon avait affronté Shawn Michaels justement à SummerSlam quelques mois avant dans un combat d'échelle qui était, à mon avis, meilleur que le premier. Là. Je sais qu'on avait déjà parlé au podcast. On en a parlé souvent de ça. Ce que je lis sur l'histoire de McMahon, ça serait, je ne suis pas sûr à 100%, mais c'est une autre affaire qui relie un peu un truc, pas d'agression sexuelle, mais pas loin. Fait que, des affaires qu'on n'était pas trop sûr à l'époque. Puis il avait déjà été pas accusé, mais avec l'arbitre aussi, là, dans le temps, j'oublie son nom, Richter, c'est ça? Là? Ebner? Non, pas Ebner, la femme arbitre. Là. Pas la femme arbitre, mais la femme... Rita Marie, Rita Chatterton. Ouais, c'est ça, Richard. Pourquoi je dis Richter dans la tête? Okay. Bref, en tout cas, c'est ça. Fait que je suis pas sûr à 100%, mais oui, Vince en a eu plusieurs durant sa carrière. C'est rendu un podcast de hockey. Mario Lemieux, Wayne Gretzky, Mike Richter. Ça Mike Richter, oui. Et Ahmed, lui, dans le combat, grâce au fait qu'il a réussi à body slammer Yokozuna à Raw le 23 octobre. Le deuxième à le faire depuis qui? Lex Luger, sauf que Ahmed, lui, il n'a jamais eu les ballons. Il aurait dû l'avoir avant Luger. Bah non, j'aime mieux regarder Luger lutter qu'Ahmed Johnson. Évidemment, Cole Caulfield qui a chuté n'importe où et qui ont perdu la rondelle. OK. Bon, c'est quoi? C'est encore... 2-2, il reste 30 secondes. 2-2? Tabarnak, OK. Parfait. Et Sean Owen commence avec le combat avec un début rapide digne de ces deux lutteurs-là, évidemment. Puis Owen fait ça avec un power slam et fait le relais au doyen Dean Douglas qui suplexe HBK au tapis. Et après ça, Michaels avec un moonsault pendant que Douglas est debout. Ce qui fait qu'après ça, Owen brise le compte avec un coup de pied. Et après ça, Ahmed est l'homme légal et fait un coup de pied en ciseaux à la Booker T sur Douglas et ensuite de ça sur Owen.
Puis il a tenté de body slammer Yoko, mais il n'est pas capable. Et après ça, les Hill le dissectent un peu, il le domine dans le coin. Il coupe le ring en deux avec Ahmed Johnson. Ben, ils n'ont pas coupé le ring avec Ahmed Johnson. C'est un peu impossible que ça arrive. Là. Ils ont coupé Ahmed Johnson ou le ring en deux ou les deux en deux? Ils ont coupé le ring en deux avec Ahmed Johnson. Ils ont pris Ahmed Johnson puis ils ont pris chacun leur bord puis ils ont coupé le ring avec. Ah, comme les poupées là, qui s'étiraient. Les Stretch Armstrong, oui. Exact. Parfait. Ouais. Et Ahmed s'en sort avec un Power Slam sur Douglas. HBK, après ça, et Johnson unissent leurs forces. Et Ahmed lance Sean sur Dean. Et Sean se place pour son super kick, mais Douglas sort du ring en sentant le danger. Et après ça, Ramon va voir Douglas avec son du ring, puis Douglas le pousse, on va laisse-moi tranquille. Puis après ça, ben, il y a un petit escarmouche qui se passe entre les deux dans le ring, puis Ramon il bloque un punch de Douglas pour le puncher ensuite. Puis Sean en profite avec un roll-up pour éliminer Douglas du combat. Quelle surprise. Ouais, bah, c'est logique aussi, c'est correct. Ouais. Après ça, on a Owen et le Bulldog qui se font face dans une bataille de beaux-frères avec une belle séquence. Ce que je trouve cool là-dedans, c'est qu'au début de la séquence, c'est genre, ils se poussent un peu puis ils se crient après. Après ça, les deux font OK, c'est correct là, on serre la main. Mais ils donnent la main de l'autre côté, tu sais. Puis tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Les deux commencent à se frapper, puis évidemment. Après ça, on a fait une belle séquence après ça, puis ça finit avec un Power Slam. Après ça, non, ça j'ai dit tantôt. Oui. Je suis rendu exactement ici, où après un coup de pied circulaire, ça termine la séquence entre les deux beaux-frères. Et Michaels et Ramon renouent leurs hostilités maintenant comme à SummerSlam 95. Et après ça, il réussit son Razor's Edge sur Sean, mais 1, 2 et Johnson brise le tombé. Et après ça, on a une collision entre HBK et Razor pour un double down. Et après ça, on a Sid qui rentre et domine Ramon. Ça termine avec un chokeslam à une main sur le bad guy de Sid, une manœuvre impressionnante. Ouais. Après ça, Sid tient Razor pour le super kick de Sean. Sauf que, évidemment, classique. Razor se tasse et Sean pogne Sid avec le coup de pied d'en face. Ouais. C'est drôle parce que genre Sid, il fait le sel comme un arbre qui tombe dans la forêt. Ouais. Puis après ça, tu vois, Sean n'est pas trop. Je pense que Sean il s'en fout, puis il fait genre c'est plate, j'étais assez de la voir, tu sais. Ouais. Tu sais, genre le coq. Sacré Sean, hein? Ouais. Puis après ça, évidemment, c'est un spot. Alors, tu sais, on parlait d'Alan Blaze, puis il y avait des spots bizarres dans son match, là. Mais celui-là aussi, Razor couvre Sid, sauf que le Bulldog rentre dans le ring, puis il fait une leg drop, puis il finit par leg dropper Sid, puis Razor, qui n'a pas été touché, il vend comme s'il avait été touché. Il fait juste se remettre sur Sid, puis il compte 1, 2, 3. Fait que je pense qu'en fond, c'est Ramon, il fallait qu'il se tasse. Non, il fallait que Ramon se tasse, puis que Bulldog punch la leg drop, puis qu'il pousse, puis qu'il le pine. Mais genre, il y a eu un manque de communication flagrant là-dessus. Là. Ouais. C'est arrivé une couple de fois, malheureusement, dans ce show-là. Ça n'enlève rien au match, là, en bout de ligne. C'est correct, là. Ça fait ça plus réaliste, comme quoi que c'est pour chorégraphier à 100%. Là. Ouais, c'est des erreurs. Tu sais, je veux dire, faut que tu sois quand même fan de lutte pour le remarquer, là, je pense. Là. Ouais. Et Sid est en colère, et puis il ramène Sean dans le ring, puis il fait un powerbomb avant de partir. Puis Razor met son bras sur HBK. 1, 2, et non! Mais sauf que malheureusement, Michaels était à la merci d'autres équipes pendant quelques temps, jusqu'à temps que le roi des cœurs manque un coup de bout de la troisième corde. Et Johnson est une maison de feu. Il a pris des coups de poing à tous les membres de l'opposition. Il attrape Owen et il fait le coup de la rivière perlée. 1, 2 et 3. Owen Hart est éliminé du combat. T'avais hâte de le dire, celle-là. Hein? Ben ouais, c'est le prise fétiche de Raymond. Là. Ça, puis un autre prix que je vais nous mentionner tantôt. J'ai hâte. Et Ahmed porte un spinebuster à Ramon, mais il va ensuite faire un tonne dans le coin comme un idiot. Puis il se met les bras de chaque bord dans même dans le coin, comme un épée. Là. Puis Ramon, il fait. Ouais, c'est ça. C'est comme l'équivalent des punches dans le coin sur Taker là, avec le Last Ride. Là. Puis Razor, il fait le Razor's Edge à Johnson. Mais sauf que Davey Boy casse le pin. Après ça, Sid débiassé, le Kid reviennent dans les parages. Puis le Bulldog capitalise avec dans le fond, Ramon, quand le Kid monte sur les pins, il punch le Kid qui prend un méchant bump jusqu'en bas du ring. Là, classique. Puis Bulldog capitalise avec son Running Power Slam pour éliminer Razor du combat, puis il est out. Puis après ça, Yoko qui manque un bon side drop sur Sean, et Ahmed lui fait un gros body slam. 1, 2, mais le Bulldog casse le pin contre son propre partenaire.
Puis là, après ça, on voit Ahmed et Sean qui se partent entre eux autres, puis qui finissent par frapper chacun leur bord Bulldog. Puis ils sortent du ring avec un double clothesline. Pas longtemps après ça, une douce musique de mâchoire plus tard et un gros splash d'Ahmed Johnson. Et Yokozuna est éliminé. Victoire d'Ahmed Johnson qui pine Yokozuna. Les souverains du combat sont Shawn Michaels, Ahmed Johnson et le British Bulldog. Et tu vois, là, on parlait d'un build-up de Ahmed Johnson était le deuxième à body slammer Yokozuna. Donc, là, il a réussi à avoir une grosse victoire sur le gros Yoko. Puis, tu as Michaels qui est là. Puis, dans ce match-là, tu vois, un troisième match Survivor Series. Troisième ou quatrième? Troisième. Ouais, troisième match Survivor Series. Puis, encore une fois, fait de façon différente. Trois survivants à la fin, mais aussi les éliminations sont beaucoup plus espacées dans ce match-là, à part la première qui arrive tôt. Mais après ça, ça prend au moins un genre 15-16 minutes avant qu'il y ait un autre. Le match était quand même très long, honnêtement. Là, 27-24 le match. Fait que, je trouvais ça long quand même. Ouais. Les Canadiens ont gagné, by the way. Ouais, je sais, prolongation, Goulet. Ah, pas Cofield, ce fois-là, c'est rare. Non. Ben, ça, pour un très bon combat même si encore une fois une couple de spots bizarres dans le match. Là. Ouais. Mais tu sais, dans l'ensemble, c'est super bon. Puis tu sais, ça a fait comme tu as dit, là, tu sais, Sean, évidemment, c'est Sean, fait qu'ils vont être pushés to the moon no matter what. Ahmed, c'est un nouveau lutteur qui veut le pusher. Puis le Bulldog, c'est le number one contender le mois prochain. Fait que tu peux pas le piller. C'est ça. Fait que tout ce qu'il y avait à faire dans le match, ils l'ont très bien fait. Puis après ça, évidemment, on a le lendemain à Raw, dans un moment vraiment iconique de l'histoire de Raw. Puis il peut rendre à l'époque aussi quand tu es jeune puis tu sais pas que c'est arrangé ou presque. Là. Ouais. HBK avait affronté Owen Hart dans un combat. Puis après un Enzuigiri, il l'a mis KO, Shawn Michaels, puis il est tombé, il a perdu connaissance dans le milieu du ring. Quelque chose qui frappait fort à l'époque, là, surtout qu'on était jeunes à l'époque. Là, 95, j'avais quoi? Quand j'avais 9 ans, fait que, tu sais, j'avais bien Shawn Michaels aussi, fait que c'est sûr que ça avait frappé plus à la maison, là. Mais non, c'est un beau segment, puis il avait fait très bien, là, tu sais, les commentaires avaient arrêté de parler, puis même Lawler, qui était le heel, avait été voir ce qui se passait pour avoir des nouvelles, tu sais, puis il avait vraiment bien fait. Je me souviens pas de ça live, par exemple. Non, bon. C'est normal aussi. C'est pour ça que je suis là, puis toi, t'es là aussi, là. Okay, non, mais tu l'as dit toi-même que c'est des affaires que tu te rappelles moins que d'autres. Fait que moi, je me rappelle. Mais moi, d'ici 4 ans, je me souviens plus de rien. Je me souviendrai même plus de ton nom. Ben là, il est marqué en dessous, tu vas être correct. Ah, ok, parfait. Ouais. On va l'enlever et te fourrer. Et évidemment, il va revenir au Rumble pour gagner le combat. Puis après ça, il va même avoir sa revanche contre Owen le mois d'après, au mois de février, à In-House Rage in a Cage. Un show qu'on a reviewé. Ouais. Puis jusqu'à temps que le Boyle Dream de Shawn Michaels se réalise à WrestleMania 12. Le Bulldog va perdre son combat de championnat In-House 5 Seasons Beatings. Et Ahmed va rentrer en rivalité avec Double J, Jeff Jarrett. Oh yes! Dans G-E-F-F, J-A-R-R-E-T-T. Ha ha ha! Et le mois d'après, jusqu'au Rumble, dans le fond. Puis Sid va continuer d'être impliqué avec la rivalité entre Sid avec les Kids et Razor Ramon. Puis Douglas veut quitter la WF au mois de décembre à cause de la clique, encore une fois. Ça arrive souvent. Mais là, c'est pratiquement ça, là. Mais c'est pas Triple H, lui, c'était le plus calme. Il n'a rien fait. Là. Oh non, Triple H, c'est un ange. Les chauffeurs. C'est ça la différence. Jean-Charles, lui, me juge pas. Puis rien à signaler, évidemment, de bien important pour Yokozuna, même qui va faire sa dernière apparition de télé pratiquement un an plus tard, jour pour jour, au Survivor Series 96. Puis malheureusement, il va décéder au mois d'octobre en 2000. Ouais. Puis on a Sonny qui était sur le président à lui mettre des popcorn dans la bouche. Puis il veut offrir du popcorn à Todd, sauf qu'évidemment, il échappe un peu de popcorn dans le bustier de Sonny. Ouais. À cette heure, elle s'est mettre dans la bouche le popcorn. Hein, à regarder ses dernières photos. À cette heure, c'est pas lui que ça serait sur le président, ce serait le contraire, je pense. il aurait genoux fini, je pense. Il se body shaming, t'es pas correct de faire ça. Ben là, tout ce qu'elle a aujourd'hui, elle le mérite, ok. Hey, c'est pas toi qui parles, là. C'est qui? On fait exprès parce qu'on sait que quelqu'un qui aime des jokes des boys sur le podcast. On fait exprès, messieurs. On fait exprès, mais on le fait tout le temps pareil. Parce que ça dans la vie de tous les jours, on le fait à tous les fois qu'on se voit. Puis ils font des jokes à orientation douteuse, évidemment. L'autre, il veut offrir une position à Sonny dans son cabinet. Puis c'est affaire dans le même. Mais des belles jokes qui passeraient aujourd'hui, évidemment. Package vidéo sur le main event entre Diesel et Bret Hart. Les deux ont deux combats, un contre l'autre, dans les mois qui ont précédé le pay-per-view.
Ça devient dans la controverse. Tout d'abord, au King of the Ring 94, Diesel avait défendu son. Non, Brett a défendu son titre contre Diesel, mais il y avait ça finit par DQ quand que Diesel avait son powerbomb sur Brett, puis il l'avait fini. Sauf que Jim Devil Neidhart avait venu interférer, puis il avait frappé Diesel qui a fait la disqualification pour que Diesel gagne le match, donc toujours champion de Bret Hart. Puis au Rumble de cette année 95, c'était Diesel, cette fois-ci, qui défendait le titre contre Bret Hart, dans un combat qui a été interrompu plusieurs fois par Jeff Jarrett, le Roadie. That's Double A. Non, c'est pas vrai. Le Roadie, Shawn Michaels, Owen Hart et Bob Backlund, mais le match a été thrown out. C'était un draw à cause de tout ça. Fait qu'après ça, ce soir, ben évidemment, pas longtemps après en 95, ben, Brett Diesel avait genre. Il y avait Backlund qui avait battu Brett à Survivor 94, puis Diesel était champion après ça, là, quasiment une semaine plus tard après au Madison Square Garden de New York. Puis après ça, évidemment, ben, Gorilla Monsoon avait annoncé pas longtemps après ça, pas longtemps avant le pay-per-view de ce soir, sur la Survivor Series 95, comme quoi qu'il y aurait un match entre les deux sans disqualification. Pour qu'évidemment qu'il n'y ait pas d'affaires comme ça qui se passe encore, qu'il y ait un gagnant décisif. Fait que ce soir, évidemment, puis aussi il y avait Henry House 4 dans le combat de Bret Hart et Diesel, que j'avais parlé un peu tantôt dans le combat de Diesel. Là. Non, quand j'avais parlé de Diesel tantôt, là, qui avait dit que ça aurait été de Bret, Bulldog serait plus dans le portrait. Là. Ouais. Il s'était affronté le mois d'avant à Henry House 4, puis il y avait Bret Hart qui était annonceur, commentateur dans le match. Puis il avait fait que Diesel avait perdu par DQ, puis après ça, il s'était poussé, lui, puis Bret, là, puis il se battait à la tête des commentateurs. Puis, c'est pour ça que Bulldog est d'accord dans le portrait pour qu'on voit le championnat. Là. Fait que voilà, ce soir, c'est ça, c'est le match entre les deux, sans disqualification, juste soumission et pinfall pour trouver un gagnant dans cette histoire-là. Et après ça, on a Vince qui demande à Perfect maintenant de faire son choix. Et Perfect choisit le lutteur des deux en Bret. Et JR dit que quand l'opposant mesure 7 pieds puis il pèse 76 livres, ça va te causer des ennuis. Puis les autres vont y aller pour le code de bonheur, termine Jim Ross. Fait qu'on est prêt pour le main event, le match numéro 6, Diesel contre Bret Hart, dans un combat no DQ, pinfall submission seulement, pour le championnat de la WWF détenu par Diesel lui-même. Let's go! Oh oui! Ça, mais avant que le match commence, j'avais très hâte de le regarder quand j'ai vu le review. Tu vas voir, je vais en parler aussi après, toi aussi, mais il y a des affaires à dire là-dessus. Yes! Le combat débute avec Diesel qui enlève le coussin du coin d'un côté, puis Bret, lui, il répond en enlevant le coussin de l'autre bord, fait qu'il joue des mind games, des jeux de tête d'un côté comme de l'autre. Puis, dans le fond, Diesel, il est devant sur Bret Hart, puis le m'amène pendant un bon 5 minutes. Puis Diesel lui rend l'appareil du Rumble avec un coup de chaise dans le dos à l'extérieur du ring. Puis après ça, Bret se sort de tentative de powerbomb, mais mort Big Daddy Cool Diesel d'en face. Puis après ça, le Hitman travaille ensuite la jambe du champion. Puis ça, Bret essaie de faire une soumission à Diesel qui va pousser dans le coin. Sauf que malheureusement, pour Bret, il est tombé le derrière de la tête premier sur le coin, il n'y avait pas de turnbuckle. Puis après ça, l'aspirant un champion dans le coin, il prend un câble de caméra extraordinaire pour attacher le pied de Diesel sur le poteau. Dans un spot que j'avais jamais vu à l'époque. C'était révolutionnaire, si on veut, de WWF, on n'avait jamais vu ça. Puis les autres se défendent tant bien que mal avec une grosse botte sur Bret. Sauf qu'évidemment, il est encore attaché, fait que ça ne change pas grand-chose vraiment. Puis un beau de la 2 de Jetman, il ramène la chaise dans le ring. Puis les autres essaient de se défendre, mais éventuellement, Hart le frappe dans le dos avec, puis après ça, il pogne la chaise avec les deux mains, puis il donne des coups sur la jambe de Diesel avec. Et puis ça, il monte au top avec la chaise, mais Diesel bloque ça. Puis slam Bret la troisième corde à la Ric Flair. Et parlant de corde, Diesel s'est défait du sien. Il est libre maintenant de faire ce qu'il veut avec Bret. Sauf que Bret travaille sa jambe, fait qu'il boite un peu quand même encore. Ouais, exact. Écrasement de trottoir de Diesel pour un compte de 2. Et après ça, c'est suivi d'une projection dans le coin que Bret Hart bump, évidemment. Chest premier, comme il faisait tout le temps à l'époque. Wow. Puis, le plus beau bump de coin. Ça, c'est beau en crise. Ouais. Diesel essaie de slammer la tête de Bret dans le coin exposé, mais c'est Hart qui renverse ça et qui met la tête de Diesel dessus. Après ça, on a un comeback du Hitman qui inclut un très beau bulldog, la deuxième câble. Après ça, le Hitman il va pour un dollar avec du ring, sauf que Diesel fait juste marcher, s'en aller un peu à la Samoa Joe. Puis Bret Hart s'écrase sur le mat le bleu. Et après ça, on a Bret qui est sur le tablier du ring. Quand Diesel le pousse et Bret revole sur la table des commentateurs espagnols. Puis tantôt, je parlais que quand Bret Hart avait attaché le pied de Diesel, que c'est un spot jamais vu de WWF. Mais ça aussi, c'est la première fois qu'un spot de table est arrivé à WWF dans ce match-là.
En 95? Oui, la table, j'avais jamais pété avant ça, la table d'annonceur espagnol. Ah ouais? Jamais. La première fois que c'est arrivé, espagnol ou table tout court? Ben, table tout court, mais c'est espagnol dans ce cas-là. Ouais, mais ouais. Ben, remarque, dans ce cas-là, trois constants, c'est la table espagnole. Ouais, exact. Puis t'as l'autre qui revolait de même. Là. le Nick Patrick des annonceurs, là, des commentateurs. Hey, ça manque de Nick Patrick dans ce show-là. Ouais, il était où Nick Patrick à ce moment-là? WCW, ouais. Ce qui va rester jusqu'en 2001 quand WWE vont racheter la WCW pour faire l'Invasion. Puis, puis après ça, comme j'ai dit, un spot qui n'est jamais arrivé à WWE, c'est la première fois que ça t'est arrivé dans un combat que Brett casse la table de même. Ça, Diesel roule hard dans l'arène, puis signale pour la rupture des cieux. Mais Brett s'écoule au tapis. Quand je dis rupture des cieux, c'est le powerbomb de Jackknife. Ouais. Puis Jerry, au commentaire, dit qu'à Diesel, de juste le pinner, de faire fuck off l'affaire. Tu vois bien qu'il est à terre, là, qui tombe sans connaissance, pin-les, finissant. Sauf que Diesel le relève. Brett le surprend avec un petit paquet. 1, 2 et 3. Victoire de Brett in extremis qui surprend Diesel. Puis je trouve ça drôle parce que surtout que le pin se fait, tu vois Diesel qui est assis puis tu vois qu'il crie Motherfucker! Ouais. Parce qu'il a vraiment. Ça rajoute je trouve que ça rajoute du réalisme au match, comme quoi c'est moins scripté aussi. Là. Ouais. Mais en fond, l'histoire là-dedans, en fond, c'est que Diesel il a montré un peu de compassion à Brett. Ouais. Tout ce qu'il aurait eu à faire, c'est de le piner ou de faire le jackknife. Tu sais, quand il tombe en terre, tu fais bon, fuck off, je te relève tout de suite, je te le fais, là. Fuck off, là. Mais il a montré un peu de compassion, puis comme il est en crise parce qu'il est en crise contre lui-même plus que d'autres choses, là, parce qu'il a cru qu'il était un peu dans le trou, j'étais trop gentil. Là. Puis Brett, ça a toujours été un peu ça. Là. C'était un face, mais un face qui prenait tous les moyens pour gagner ses combats, peu importe. Quand il y avait un combat de championnat, Brett était dedans, là, que ce soit qu'il luttait contre un face ou contre un heel, là, il était pas tout ce qu'il était capable de faire, mais c'est correct, là, c'est comme un peu à la Ric Flair, si on veut, le dirtiest player in the game. Sauf mais. C'est moins poussé Bret Hart, là, quand même. Il y avait une nuance, c'est ça. Il faisait pas, mettons, tu sais, il était juste plus agressif, mettons, quand il étranglait quelqu'un, il allait jusqu'au compte de 4. Il mettait pas nécessairement un doigt dans les yeux, mais sinon, en tout cas, c'était subtil de la façon qu'il le faisait. Puis pour ce match-là, là, toi, tu vas en parler du match, là, mais je veux dire, je trouve que Diesel, Bret Hart, en fait, c'est l'adversaire parfait pour Diesel parce que Diesel, c'est un géant. Fait que lutter contre un géant, c'est dur que ce soit crédible. Fait que, évidemment, il faut que tu attaques les jambes. En attaquant les jambes, tu n'as personne de mieux qu'un technicien pur et dur pour attaquer une jambe que Bret Hart. Puis Bret Hart était intelligent de la façon qu'il travaille son match. Fait que Diesel a l'air encore 2 fois plus intelligent comment il paraît dans le match. Fait que je trouve que tellement c'est un... Tu sais, tu regardes ça sur papier, je trouve que c'est un bon match-up. C'est un... Tu sais, mettons, là, quand on fait au hockey, tu peux mettre un gars rapide avec un power forward puis un marqueur, tu sais, ou un passeur avec un marqueur. Je trouve que Diesel puis Bret Hart, c'est exactement ça. Là. Sinon, regarde, moi, c'est un mélange de très haute qualité, là, pour vrai, c'est vraiment un très, très bon match. Là. Puis, c'est de la grande lutte, là. Puis, tu sais, aussi, je pense que je l'avais dit, là, quand on était faire les rois de l'arène, là, comme que je trouvais que c'était le meilleur match de Diesel, à part peut-être un match contre Shawn Michaels au mois de mai l'année d'après, là. Le combat Good Friends, Better Enemies, là. C'est pas mal les 2 meilleurs matchs de Diesel, mais celui-là, évidemment, moi, là, je parle logiquement, là, celui de Shawn était meilleur, mais moi, j'aime mieux celui-là, là. C'est Brett, là. Mais j'aime mieux ce moment. Mais faut que je me rende à l'évidence où le match était un petit peu meilleur, là. Mais non, puis pour vrai, c'était presque un match parfait, sans joke, là. Il y avait l'histoire était bonne de tes deux côtés, puis les spots rentraient, puis ils ont fait plein d'affaires qu'on n'avait jamais vues. Fait que non, pour vrai, là, c'est vraiment pas 5 stars, mais pas loin. Ce match-là n'est pas étranger à la note du show qui augmente à la fin à cause de ça. Parce que c'est un des très bons main events de show qu'on a reviewé à date. Puis on a fait des bons, là, mais il peut facilement se classer dans un top 10-15 facile. C'est vraiment un bon match. Mais c'est pas tout, par exemple. Parce qu'après la décision, comme j'ai dit, des autres étaient en crise, il a dit Motherfucker à Brett. Il se relève, puis il pousse Hebner, puis après ça, il pointe Bret Hart, puis il fait une rupture des cieux. Après ça, il y a des arbitres qui arrivent, puis tu vois qu'un arbitre rentre dans la ring, des autres les slug, puis il met à terre. Puis il fait une autre rupture des cieux à Brett après. Fait qu'il a fait 2 jackknife après le combat à Brett. Puis évidemment, après ça, il pogne la belt d'Ebner, puis il pousse un peu, puis il fait juste pitcher la belt sur Brett, là, en disant, la lutte à ceinture, mon crosseur. Puis après ça, Diesel écrit I'm back! Après avoir fait ses jackknife avec son gros point dans les airs. Là. Puis je pense qu'il était heureux de ses actions après le combat. Là. Il était bien content de son turn.
Puis non, pour vrai, c'était très bien fait. Pour vrai, un match quasiment parfait. Puis non, vraiment, là, évidemment, j'ai dû regarder le show complet, mais c'est juste regarder un match, à regarder ce match-là. Ouais, exact. Puis, ouais, c'est ça. Tant qu'à regarder un match, c'est ça. Là. Ouais. Puis Diesel va être un tweener après ça, jusqu'à en disant qu'il va, dans le fond, je suis que ça n'a pas un tweener, c'est quoi? Il va être genre entre les deux, là. Il va être autant heel que babyface souvent. Là. Jusqu'à temps que malheureusement, ben ça, il avait dit comme quoi qu'il était pour. Ceux qui le supportent étaient pour être avec eux autres, mais que les autres étaient pour manger de la marde. Évidemment, ceux qui étaient pour dire que je vais tout frapper les mains de ceux qui ont des gants de cuir dans leurs mains là, quand elle a des autres. Ils vont tout être avec vous autres, on va vous taper dans les mains, mais les autres manger de la chenoute. Puis il va rester tweener jusqu'à temps qu'il arrive au house show du 17 mars 96. Quand il va y avoir un match entre lui, puis en fait, c'est un gros pari, lui et Shawn Michaels contre Taker et Bret Hart. Fait qu'imagine, c'est le main event quand même pour un house show. Là. Ouais, c'est sûr que c'est Madison Square Garden, puis c'est normal. C'est ça. Mais quand même, c'est quand même un gros match. Là. Puis Diesel va péter un plomb, puis il va frapper Taker et Bret avec une chaise, puis il va les mettre au tapis les deux. Puis Shawn va le calmer un peu, puis Diesel va faire « OK, c'est correct, il n'y a pas de trouble, je vais arrêter. » là. Puis quand Shawn se retourne, ben Diesel va faire avec une chaise pour signaler son heel turn complet. Puis évidemment, c'est un gros turn, là, puis il a vraiment frappé son meilleur ami avec la chaise. Puis il va y avoir les matchs pay-per-view avec Taker et Shawn avant de quitter pour la WWE au mois de mai 96. Puis le Hitman, lui, va défendre son titre avec succès en battant le Bulldog à In-House 5, Taker au Rumble, Diesel à In-House 6 à la cage, avant de perdre contre Shawn Michaels à WrestleMania 12 dans le combat marathon. Des gros matchs back-à-back, hein? Ouais. Et après ça, on a un vidéo recap du gala un dernier tour de piste des commentateurs. Jim Ross dit que c'est une tragédie. Tandis que Perfect lui se demande si Bret va être capable de défendre son titre après la volée qu'il a mangée ce soir après le combat. Puis après ça, il y a Vince qui finit en disant que c'était le show parfait côté action. Il nous remercie d'avoir regardé le pay-per-view et c'est comme ça que ça se termine. Survivor Series 95. Je pense qu'à part la note, il n'y aura pas grand-chose de différent. Non, ouais, on est rendu justement là, évidemment, avant de faire le quiz. On a les notes du show et aussi les matchs of the night puis le worst match of the night. On va commencer le match of the night, évidemment, puis on va en parler là, pendant genre 20 minutes. Ouais, évidemment, c'est le main event entre Diesel et Bret. Et mention honorable de mon côté à l'opener. Oui, vraiment. Je suis du même bord que toi pour ça. Et du premier match de la soirée, moi je vais y aller avec Goldust contre Bam Bam Bigelow. Ouais.
ça va être très serré, mais je vais aussi y aller avec Goldust contre Bam Bam Bigelow parce qu'il y avait beaucoup plus d'action dans le match de filles, même si ça a été un downer. Mais il faut que je me rende à l'évidence. Si je vois avec ma tête, c'est vraiment Goldust Bam Bam. Parfait. Et pour la note du show, je donne à Survivor Series 95 la note de 8 sur 10. Ouais, je savais que tu allais donner ça. Je sais pas pourquoi. Ouais, je commence à te connaître un peu. Mais je l'avais dit au l'autre show. Ah oui, c'est vrai. Je l'avais pas dit, moi, par exemple. Non, je l'avais pas dit, c'est vrai. Et je vais donner la note de Survivor Series 95, la note de 7.5 sur 10. C'est respectable. C'est très, très respectable. Puis, comme j'ai dit tantôt, là, allez voir le show complet, là, pour vrai, ça vaut la peine. Mais si vous avez juste un match à aller voir le main event si vous l'avez pas vu. Très, très, très bon. Puis, Diesel va vous surprendre un peu à cause de Brett. Un petit peu. Ouais, c'est sûr que ça aide, c'est sûr. Ouais. Fait que voilà, le rétro review de Survivor de 95 est dans le rétro review, dans le rétroviseur. Fait qu'avant de vous quitter avec les prochains rendez-vous, évidemment, on a un petit quiz comme à l'accoutumée. Ah ouais? Es-tu prêt, mon cher Marco? C'est toi qui est le cobaye et qui est la question qui vont se faire poser à toi. La dernière fois, ça n'a pas bien été, par exemple. Non, tu avais eu 0 en 10, mais je suis confiant que tu vas en avoir au moins 1. Oh, on rendu avec une thème de quiz maintenant. Bon. Ok, parfait. Okay. Question numéro 1. Oui. Quel lutteur a été le premier éliminé du combat entre Team DX et Team Rated RKO au Survivor Series 2006? Tu veux un aide de mémoire peut-être? Non. Non, ok. Ça a été... Ah, man. C'est arrivé au début du match, rapidement, là, genre les premiers 30 secondes. Ouais. Attends, je suis juste pas sûr, parce que j'ai écouté un match aussi. Team DX contre Team Red RKO. C'est-tu ce match-là, Team DX, avec les Hardys? Puis CM Punk, ouais. C'est ça, hein? Ouais. Ça a été... Attends. Ça a été... Fuck! Je l'ai écouté, je pense, un matin ou hier, en plus. Oh, man. Oh, non. C'est Sean qui l'avait éliminé avec un super kick. Oui, je sais. Puis Sean, il a dit... Il était-tu dans le match, lui? C'est correct que je l'ai fait? C'est qui ouais. Oh, je l'ai écouté un matin! Je m'en souviens plus! Attends. Fuck, je sais que je vais... Oh my God! Ah, je m'en veux tellement, là. Hey, je prends ça personnel. C'est beau le vendeur. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Je vais dire non parce qu'il faut que je le dise. Ouais. Mais je sais que c'est pas lui. Matt Morgan, c'est pas lui. Et non, malheureusement, c'était Mike Knox. Oui, c'est ça! Caroline. Hey, je le savais tellement. Là. Ah ouais, je sais que tu le savais, mais ça qui arrive malheureusement des fois. Ouais. Question d'os. Lors du tournoi pour couronner le premier champion light heavyweight de la WBF, Brian Christopher a avancé en finale en ayant eu un bail la ronde précédente. Qui était l'opposition en question dans ce combat-là qui n'a pas été capable de faire le match? Puis, on ne va pas trop chercher trop loin. Là. Non. Essorios. Et non, c'était Brian. C'était Scott Taylor et Scotty Tuati. Ah, le pire, c'est que je me suis dit, c'est sûr, c'est pas lui, mais. Puis tu sais pourquoi le match n'avait pas eu lieu? Pas sûr, on en a parlé il n'y a pas longtemps en plus. Ouais, c'est dans le temps que Kane attaquait tout le monde. Là. Ouais. Il est arrivé avant le match, puis il a fait un chokeslam à l'autre, puis il a fait un tombstone, puis c'est ça. Pas grave. Question 3. Qui a eu le tombé final dans le seul War Games Triple Threat de l'histoire en 98 avec Team NW, Team NW Wolfpack et Team WCW? Qui a eu le pin final? Sting. Et non, c'était DDP. Sting était là, par exemple. Dans ce Wargame. Non, c'était DDP. C'était DDP avec Roddy Piper puis Brett puis Luger, je pense. Ah. Ouais. Bref. Question numéro 4. Qui était le partenaire surprise de Tommaso Ciampa, Keith Lee et Dominik Dijakovic contre l'Undisputed Era dans le War Games de NXT TakeOver de 2019?
J'ai aucune idée. Je dis Gargano, mais c'est pas lui. C'était Kevin Owens. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. J'aurais dû me Question... rappeler de ça. Ouais. Question 5. Ça va pas bien. Hein. Ouais. Combien de fois y a-t-il un arbitre spécial dans un combat d'Elimination Chamber? 2. Ah, c'était proche. C'était une fois seulement. C'était évidemment Shawn Michaels dans New Year's Revolution 2005. Ah. Ouais. La prochaine, je pense que tu risques de l'avoir. Pour vrai, là, je pense que celle-là, tu vas l'avoir. Question 6. Dans le combat d'Elimination Chamber féminin de 2020, quelle compétitrice a éliminé les 5 autres personnes de son combat dans le même match? La seule fois que c'est arrivé. Là. Que quelqu'un a single-handedly éliminé tout le monde du match pour gagner. Charlotte Flair? Oh, come on. Et non, c'était Shayna Baszler. Pour vrai, elle a fait ça? Ouais, elle a éliminé tout le monde avec son sleeper roll. Avant qu'elle build contre Becky Lynch à WrestleMania. Là. Ah, ouais, mais tu sais. Quand elle commençait dans le main roster, quand elle pushait pour sérieusement puis qu'ils n'ont pas fait les caves avec. Là. Désolé. Question 7. 7. Quel gérant de la WBF a gagné Battle Royale le 22 lutteurs le 12 juillet 86 au Madison Square Garden? Un gérant, là. Ouais. Un gérant. Ouais. En 86? Ouais. Je vais dire Freddie Blassie. Un petit peu trop vieux pour ça à cette époque-là. Là. Pour vrai? Ben là, 86, il y avait genre 60 ans. 60 ans. Ça doit être Bobby Heenan, non? Et non, c'était Jimmy Hart. Le membre de South. Baby. Là, j'ai deux prochaines questions, là, tu les aimeras pas parce que ça a rapport avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Dave Meltzer. Question numéro 8. Lequel de ces combats d'Elimination Chamber n'a pas eu la note d'au moins 4 étoiles de Meltzer? Est-ce que c'est A, le Chamber de 2002, avec Shawn Michaels, Triple H, Kane, Y2J, Booker T et RVT? Est-ce que celui de 2009 entre Triple H, Taker, Jeff Hardy, Kozlov, Edge et Big Show? Celui de 2021 avec Kevin Owens, Jey Uso, Corbin, Cesaro, Bryan et Sami Zayn? Ou est-ce que c'est D, celui de 2014 entre Orton, Christian, Cena, Bryan, Sheamus et Cesaro? Lequel a au moins 4 étoiles de Meltzer? Ouais. Le premier, c'est 2002. Deuxième, c'est 2009. Troisième, c'est 2014. Non, troisième, c'est 2021. Ouais. OK, au pire. Je vais dire 2014. Le D? Oui. Et bonne réponse! C'était ça! Et qui a recul que Dave Meltzer donne la première bonne réponse du podcast? Évite le blanchissage. Je viens de casser la streak. Ouais, c'est bon. C'est vrai, t'étais quasiment 0 en 17 avant ça. Ouais, 18 même. Ouais, 18. Question numéro 9. Lequel de ces combats des Survivor Series n'a pas eu la note de 4.5 au moins de Dave Meltzer? Est-ce que c'est A, Team Alliance contre Team WBF en 2001? Est-ce que c'est Bret Hart contre Shawn Michaels en 92? Est-ce que c'est C, Pete Dunne contre Adam Cole en 2019? Ou est-ce que c'est D, Brock Lesnar contre AJ Styles en 2017? Qui a pas eu 4.5. Lequel de ces matchs-là a pas eu 4.5? Au moins. Okay, le dernier, c'est un single. Mais les 3 derniers, c'est un single. Ok, c'était pas des Survivor Series match. C'était quoi l'avant-dernier? L'avant-dernier, c'était Pete Dunne contre Adam Cole. Puis l'autre d'avant? Bret Hart contre Shawn Michaels en 92. Puis, tant qu'à ça, le premier, je m'en souviens. Team Alliance contre Team WBF. Team WBF qui était nommé la meilleure équipe sur un series, d'après vous, chers fans, dans le tournoi qu'on a eu une couple de mois. Écoute, je vais dire HBK Bret Hart 92. Et malheureusement, non, c'était la réponse. C'était C. Adam Cole contre Pete Dunne qui avait eu 4.4 écarts. Parce que tous les autres matchs de celui-là avaient eu 4.5. Oui, 4 écarts. 4 and a quarter, c'est correct. Nous autres, on ne peut pas le faire. Par exemple, des 7.7, mais 7.8, lui, il peut le faire. Ouais, mais c'est pas la même chose. Non, mais c'est pas pareil. C'est des étoiles de 5. Nous autres, c'est 10. Fait qu'on n'a pas, moi, à faire 7.6, 7.7. Non, c'est nous autres pas pareil. Là. Ah non, c'est ça. Pas le même comptage qu'on fait, nous autres. Mm-hmm. Parlant de comptage, question numéro 10.
Quel lutteur a gagné le tournoi de Wrestling Classic en 85? Est-ce que c'est A, le Junkyard Dog, B, Macho Man Randy Savage, C, Tito Santana ou D, Don Muraco? J'ai aucune idée, mais j'ai un souvenir de quelque chose. Je vais y aller avec Don Muraco. Et non, c'était le Junkyard Dog qui avait battu Macho Man en finale. Hey, hein? Ah ben, mes affaires. 1 sur 10. C'est mieux que 0 sur 10 que tu avais eu le quiz d'avant qu'on avait fait pour toi. Par contre, sais-tu qu'est-ce qui est important? De participer. Non, c'est le fun que j'ai eu à faire sur Survivor Series 95. Oui, c'était très, très plaisant pour vrai. Un très bon show. Allez voir ça le plus vite possible. Fait que, es-tu prêt? Ben, on a juste un rendez-vous à vous dire avant évidemment de quitter le podcast cette semaine. Pendant que je vais fermer ma page sans faire exprès. Fait que je vais mettre à l'écran, évidemment, le podcast qui s'en vient. Et Marco va pouvoir en parler parce qu'évidemment, c'est un de ses préférés qu'on va faire, qu'on va rendre hommage si on veut. Ah ouais? Oui. Oh, Triple H, la biographie. Puis j'espère que vous avez de la route à faire parce qu'une biographie qui va durer longtemps parce qu'on va pas. 3h30. Ouais, exact. 3h30, on l'a déjà enregistré. Donc, soyez là. On parle de Triple H et Alfredo sera avec nous pour parler de cette biographie. Donc, très bonne biographie. Vous avez bien entendu, là, lève-vous pas les oreilles, là, parce que c'est pas ça, là. 3h30 de temps, biographie de Triple H. Évidemment, une longue carrière qui n'est pas finie encore. Ouais. Dans le ring, peut-être. Non, sûrement. Tout ce qu'il fait pour la lutte professionnelle, c'est pas fini. Lui va être là jusqu'à temps qu'il meurt. Ouais, je voulais pas le dire parce que je veux pas citer sa personne, là, mais bon, c'est correct. Fait que, mot de la fin avant de quitter, mon cher Marco? Ben, écoute, on rentre dans le mois de décembre, donc les shows spéciales, les entrevues spéciales, il y a des surprises qui s'en viennent, évidemment. Ne manquez pas notre live le 12 décembre prochain, un mardi soir, 20h, pour la programmation de 2024, tout ce qui s'en vient, les nouveaux collaborateurs, des surprises, ben, vous allez pouvoir chatter avec nous live sur Twitch, Facebook et YouTube, donc bien intéressant. Puis c'est ça. On va faire une couple de shows qu'on va enregistrer d'avance, évidemment. Ouais. Donc, pour avoir un petit peu de vacances, puis préparer aussi la saison à partir de janvier, l'année 2024. Donc, on va se faire un petit refresh d'idées. On s'en vient. On sait déjà un peu ce qu'on va faire, mais évidemment, c'est toujours bon de se ressourcer. Pour placer les pions en bonne place, puis après ça, on vous en reparle. Exact. Donc, c'est ça. Fait que merci TJ pour l'excellent Retro Review encore. C'était bien apprécié. Puis, bien exécuté. Bien exécuté. Et soyez là pour les prochains podcasts, mes amis. Yes! Fait qu'évidemment, comme il a dit, merci beaucoup, Marco. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là pour le podcast. Et ne manquez pas la semaine prochaine la bio de Triple H. Pendant un gros 3h30 ensemble, on va avoir du plaisir et avoir bien du fun. Mais surtout, entre-temps, n'oubliez pas, on y va!